Bienvenue dans un nouvel épisode de Sous la surface, le podcast qui explore l'humain derrière le parcours. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un invité de grande marque. Originaire du Cameroun, il a fait un choix de carrière audacieux en devenant l'un des rares joueurs africains à s'établir en Russie. Un pays aux défis culturels et géopolitiques uniques. Son parcours l'a mené des rues de Yaoundé au terrain de la Coupe du Monde en 2022. En passant par des clubs, bien sûr en Russie, en Suisse et en Allemagne, mais derrière ce parcours se cache une histoire de résilience, de foi en soi et d'adaptation face à l'inconnu. Donc soyez prêts, n'oubliez pas de vous abonner et je reçois avec grand plaisir Monsieur Gaël Ondoa. Comment vas-tu, frérot? Mon frérot, ça va, hein? Dieu merci, on est en santé, on est en vie et aujourd'hui on peut se revoir, toi et moi, en fait. Mais c'est d'autres angles. Clairement. Mais c'est des angles importants, tu sais, parce que quand je disais même ta présentation et que je faisais un petit peu mes devoirs sur ton parcours de vie, je me demande toujours, tu sais, je prends le mien par exemple, où c'était assez simple, tu vois, t'arrives en centre de formation, tu quittes Genève, t'arrives, et je regarde que le parcours pour arriver au football, en fait, peut aller dans tous les sens. Tu sais. Et toi qui es né au Cameroun, explique-moi, quand c'est que cette passion est arrivée et quand c'est que tu t'es découvert que le foot, c'était quelque chose que tu appréciais? Ouais, déjà, merci d'abord à toi d'avoir pris ce temps de m'inviter dans ce grand programme qui est Sous la surface et c'est un plaisir déjà pour moi. Déjà entrer sur tout ce qui est détail du Cameroun, déjà étant tout petit, je n'ai pas encore ce rêve-là en fait de jouer au foot, tu vois. Ouais, c'est clair. Et je quitte mon pays, le Cameroun, dans un âge aussi petit, encore je veux dire ignorant. Cet âge clairement. encore ignorant où jouer au ballon, c'est juste, c'est un truc que tu fais avec des petits enfants, tu vois, près de la maison. Et en fait, l'idée m'est jamais venue penser au foot, devenir un joueur professionnel en fait. Donc, comme tout petit de Yaoundé, plus précisément du quartier Mendon qui m'a vu naître, je voulais juste taper la balle et chaque jour en fait. Rien de particulier. Rien de concret, en fait. Ouais, de concret. Ouais. Et donc, c'est quoi, en fait, qui se passe dans la tête d'un jeune, dans ta tête à toi, Gaël? Tu vois, jeune Camerounais, c'est quoi? C'est la survie? C'est dans quel contexte, déjà, que toi, tu es en tant que jeune Africain au pays, tu vois? Moi, je veux dire déjà merci parce que, grâce à mes parents, parce que j'ai pas quand même, mes parents, quand même, ils ont travaillé dur pour me donner cette éducation-là que j'ai aujourd'hui. Et déjà, dans l'enfance, j'ai pas trop manqué trop de choses, je suis tout resté comblé par ce que mes parents me donnaient. Donc c'est à eux d'abord que revienne ce remerciement parce que étant tout petit, tu vois, aujourd'hui quand tu vois certains enfants, tu vois, ils ont un parcours vraiment très difficile déjà dès le bas âge, mais grâce à Dieu quand même j'ai eu cette facilité-là, ce soutien-là de mes parents. Et donc, aujourd'hui, je regarde certains petits enfants de mon pays, hein, le Cameroun. Je vois vraiment comment c'est très difficile pour eux, très, très difficile. Donc, ça veut dire quelque part, Dieu a fait grâce et aujourd'hui, je peux partager aussi ce conseil-là à beaucoup de ces petits. Tu sais, quand on parle comme tu le dis toi-même, de la difficulté de certains pays dans ce monde, et tu parles justement de tes parents, tu parles du fait qu'ils se soient dévoués au fait que tu grandisses. Quelle a été la leçon, tu vois, parce que quelles ont été les valeurs qu'ils t'ont transmises en tant que parent à un jeune Gaël? Je prends l'exemple d'un clip que j'ai vu récemment où tu disais, mon papa me disait toujours, en fait, au lieu de t'acheter autre chose, je t'achète ce livre-là. Ouais. Tu le lis et quand tu l'as fini, je te questionne par rapport à ce livre. Et si tu arrives à répondre, je t'offrirai quelque chose. Ouais. Je pense que c'est pour dire que rien n'est acquis en fait. Rien n'est acquis quand tu grandis, même si tes parents, ils ont travaillé pour avoir ce qu'ils ont, tu vois. Et toi aussi, tu dois comprendre que chaque jour, en tant qu'enfant africain, je sais que chaque jour pour moi, ça doit être une bataille déjà. Clairement. Parce que j'ai grandi en Europe, mais j'ai vu
un autre côté aussi de mon cher beau continent, l'Afrique, et mon cher beau pays, le Cameroun, j'ai vu quand même que il y a ces difficultés, assez de difficultés de ce côté qu'en Europe quand même, où c'est un peu beaucoup plus facile en tant qu'enfant, tu vois, il y a assez d'aide sociale aussi, l'enfant réussit toujours à avoir quelque chose pour s'émanciper. Et en Afrique, c'est un peu à ce jour, c'est encore très difficile. Donc déjà, vous parlez de l'anecdote avec mon papa, pardon, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné parce que chaque fois, parfois je voulais pas lire en fait. J'étais comme ça, je dis non, lire à nouveau, faisons autre chose, tu vois, allons nous balader, demande-moi de faire autre chose, mais pas lire. Mais après, quand tu grandis, j'ai compris que ça est devenu pour moi une base d'apprentissage et pouvoir être instruit dans ce monde, parce que je pense que l'instruction est la mère de toute chose. Un homme instruit, il a toujours cette capacité-là de pouvoir s'exprimer, de pouvoir toujours trouver une solution même dans les difficultés, ou bien savoir se tenir face à certaines difficultés de la vie. Parce que ce côté-là, aujourd'hui le monde il est comme il est, tout est speed, mais on oublie quand même que être cultivé quelque part, C'est clair. ça t'aide demain après-demain, tu vois. C'est Et l'essence. aujourd'hui, je suis fier de ces bases-là que mon papa m'a données, parce que chaque jour, j'étais obligé de prendre un bouquin, de prendre un journal. Il peut rentrer comme ça, il prend un journal, il te dit, bon, tiens, lis tout ce journal. Après, si tu retiens 2 questions, il te pose 2 questions en fait. Si tu réussis à les répondre, demain, je te donne peut-être, il va te donner 100 francs suisses ou bien 50 francs suisses ou 20 francs suisses, tu vois. Tu dis, ah ouais, putain. Ouais, je récupère. Je lis, et tu dois lire cela à haute et intelligible voix, en fait. C'est pas du genre où tu te mets dans un coin. Et puis, Tu vraiment bien sûr, bien sûr. Tu lis. En fait, après, j'ai commencé à prendre ça comme un plaisir, tu vois. Au début, c'était très difficile. Genre, si je vais lire, je me mets j'entre dans ma chambre, je peux lire tranquillement, personne. Et même personne te voit si tu veux. Peut-être, ouais. Si je veux, je saute une page, si je veux, je saute 2 pages, après j'arrive, je dis, ouais, j'ai fini, tu vois. Mais malheureusement, c'était pas ça, en fait. Il arrive, comme on est là, il dit, ok, prends, lis. Ah, tu dis, ah, putain. Il te donne un livre, parfois, il me donne un livre, il dit, si tu le lis à moins d'une semaine, tu vois, des livres, des gros livres en des plus. gros livres après plus de 250 pages. Il dit, si tu réussis à lire cela moins d'une semaine, je te donne ça, je t'achète peut-être un vélo, tu vois. Je vais t'acheter un vélo, je vais t'acheter un ballon, tu vois, j'étais, ah, putain, je vais m'y mettre. Tu prends, tu lis non-stop. Et ce qui est bien, l'autre côté, la maman, elle me supportait, en fait. C'était pas du genre où tu dis, bon, si papa t'a donné ça, c'est une punition. Maman dit non. C'est pour ton bien. Et déjà, une bénédiction même, ouais. dans le sens. Et déjà, tu vois, moi, je dis, c'est une chance. Je suis né dans une grande famille parce que nous sommes 9 au total. Donc, tu vois, j'ai mes grandes sœurs qui étaient là. Donc, ça me motivait quand même. Quelque part, j'ai dit, bon, ouais, il faut que papa me fasse plus de cadeaux à moi. Je dois être celui qu'on donne un peu assez. Et là, chaque fois, je me mettais dans le temps. Je me suis bien vu que cela apporte ses fruits parce qu'aujourd'hui, chez moi, j'ai toute une bibliothèque et chaque jour, je prends que du plaisir à lire et à être instruit. C'est que je trouve ça tellement intéressant parce que souvent, aujourd'hui, on va dire, dans les temps modernes, moi, ce que je trouve très beau, c'est qu'il y a une forme d'exigence aussi, tu vois, du sens de devoir lire et de devoir se dire, ok, si je suis exigeant avec moi-même, que toi tu vas instaurer plus tard, c'est que bien sûr il y a une récompense, tu vois. Aujourd'hui, on va dire, ouais, va me chercher ça et je te donne, tu vois. Alors qu'au final, tout ce qu'il faisait, c'est qu'en fait, tu investissais sur toi-même. Tu investissais sur le fait de toi apprendre, de toi être éduqué, de toi apprendre une autre langue aussi peut-être par exemple, et en plus de retenir et à la fin d'avoir un cadeau parce que tu t'étais investi. Donc, il y avait un investissement qui est vachement intéressant, tu vois. Absolument. Et ça va très bien avec qui tu es aujourd'hui. Et la question que j'ai envie de te poser après ça, c'est pourquoi la Russie, Gaël? Pourquoi la Russie? T'étais prêt, j'entends, tu lis et tout, t'es prêt à t'adapter, t'as de l'exigence. Mais raconte-moi la Russie, pourquoi ce choix? Ouais, déjà, tu vois, je reviens encore de mon beau et cher pays, le Cameroun.
tu vois. Je pense que chaque Camerounais, tu me dis la même chose, chaque Ivoirien, chaque Congolais, le premier pays que tu veux, en tant qu'enfant, que tu veux visiter, je pense que ils vont te dire 99,9% te diront la France. C'est clair. La France, c'est la France. Mais malheureusement, tu vois, quand t'es petit, quand t'es gamin, t'as pas le choix en fait. T'as pas le choix, tu suis 4 ans, tu vois. T'as pas le choix et tu suis où tes parents t'amènent en fait. Tu es comme une vague en fait. La vague, tu vois. Et moi, j'avais pas le choix, mais bien après, je suis très content de ce destin-là. Aujourd'hui, je suis plus qu'heureux en fait. Je pense que si tu me demandais de revenir en arrière, de faire un choix en fait, soit aller en Russie, soit aller en France, soit aller, je suis sûr certain, je te dirais à 200% que je préfère aller en Russie. Parce que grandi là-bas, j'ai compris beaucoup de choses, je veux dire, sur l'humain en fait. Tu vois, quand tu es tout petit, tu ne comprends pas encore certaines choses, mais les personnes qui m'ont prise, tu vois, ces personnes-là, ils m'ont montré un amour qu'aujourd'hui, on ne sait jamais, mais je suis pas sûr certain que je pouvais recevoir cet amour, cette considération-là, en fait. Parce que je suis arrivé dans un pays où, quasiment, toi et moi, un peu, tu vois, ils ne sont pas habitués à voir des Africains, ils ne sont pas habitués à voir, tu vois. Et déjà, l'environnement dans lequel j'ai grandi, déjà, en Russie, tu vois, c'était un peu, j'étais le seul Africain, le seul noir, dans tout un centre de formation. Tu vois un peu. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des journalistes qui me posent des questions, en fait. Ils disent, hey Gaël, réponds-nous un peu. On revient toujours sur cet aspect du racisme. Parce que tu sais, le monde où nous vivons, c'est particulier, tu vois. Clair. Et je lui dis, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Peut-être vous allez croire que je suis en train de faire, c'est du mensonge ou bien, mais je fais que parler de moi, de ce que moi j'ai vécu. Clairement. Tu vois, Clairement. je ne peux pas parler de ce que les autres ont vécu. Mais il dit, mais qu'est-ce que le racisme et tout? Il dit, j'étais le seul noir africain et je suis le seul jusqu'aujourd'hui à avoir fait un centre de formation en Russie, avoir été capitaine dans des équipes de jeunes, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de ce pays. À l'internat, tu me rappelles, mais tous ces mamans qui s'occupaient de nous à l'internat, tu vois, jusqu'aujourd'hui, ce sont mes mères, on se voit tout le temps, lorsque je rentre à la maison, tu vois, elles sont, l'amour qu'elles m'ont accordé, je pense que même ma propre maman, aujourd'hui, elle le dit tout le temps, elle dit, c'est que ces mamans-là, ils t'ont donné le vrai amour. Parce que tu vois, ma maman, elle était là, elle partait, mais moi, j'habitais à l'internat des années et même les petits-enfants qui étaient avec moi à l'internat, en fait, j'ai compris qu'ils étaient juste... pour eux, c'était une curiosité, en fait. Tu vois, des enfants, tu vois, au centre de formation du Lokomotiv de Moscou, tu vois des enfants qui viennent de partout, de la Russie, parce que ce sont les grands talents, on prend partout la Russie, qui sont là. Ça fait que dans leur région, en fait, ils n'avaient jamais vu donc ils n'ont jamais vu... Ils n'ont jamais vu un noir comme toi et moi, tu vois. Ils n'ont jamais vu et c'était un peu du genre, tu vois, à l'internat, d'autres viennent, ils me touchent. Même les mamans, c'était à l'internat, ils viennent. Mais c'est bien, mais quelqu'un d'autre, il va prendre cela comme du racisme, en fait. Et pourtant, c'est juste quand tu comprends l'histoire du pays, tu comprends que la Russie, elle est loin, très loin. Aucun Africain va se dire, mon premier voyage en Europe, ça va être là-bas. Mais moi, j'ai la chance que le papa, il a vécu des années. Et je suis arrivé, j'étais accueilli déjà dès mon bas âge, jusqu'au jour d'aujourd'hui que je te parle. Cet amour-là, je pense, ça s'est même intensifié en fait. Et je suis très content de tout ce parcours-là, parce que ça m'a permis de voir un autre aspect de la vie, un autre aspect de l'humain, en fait. C'est clair. Que tu vois, en France, tu peux
Tu vois, la France, tu es habitué à voir des Africains, tu vois. En Suisse, la Suisse où on vit un peu, tu es habitué, tu as cette habitude. Mais en Russie, tu n'avais pas ça. Au jour d'aujourd'hui, ça s'est amélioré. Il y a beaucoup d'Africains maintenant, tu vois, qui viennent pour des études. Ils quittent l'Afrique pour venir en Russie pour des études. D'autres, ils réussissent à travailler, ils réussissent à vraiment s'intégrer dans la société russe. Parce que le plus difficile, en fait, ça a toujours été la langue, en fait. C'est clair. Tu vois là en France, pourquoi? Parce qu'en France, C'est facile. c'est facile. On parle français, tu vas t'exprimer facilement. Mais la Russie, tu comprends que tu dois apprendre, tu dois apprendre tout à zéro, en fait. Tu dois apprendre la langue. Et déjà, quand tu connais la langue dans n'importe quel pays, tu vas le dire comment? Connaissant la langue, tu t'intègres facilement, en fait. Donc, je suis content, très content de ce parcours. Je suis capable encore de le refaire s'il fallait le refaire, tu vois. Donc, il n'y a aucun regret pour moi. Ah, c'est beau. Et d'ailleurs, tu vois, quand on parle d'influence, et on parle de ton papa parce qu'il était ambassadeur en Russie, hein, Ouais. c'est pour ça que t'es parti. Maintenant, moi, la question que je me pose, et je suis comme toi, tu vois, c'est-à-dire qu'on a des chemins de vie, bien sûr, qui sont dans des endroits différents, mais qui sont assez similaires dans le fait de l'intégration. Et j'aimerais que tu me parles de ça, parce que c'est vrai que tu parles de couleur, Ouais. tu parles de langue, Ouais. mais si t'es pas prêt à faire les efforts pour t'intégrer, les gens ne viendront pas vers toi non plus. Ouais. Je suis d'accord. Tu vois? Je suis d'accord. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important que tu me parles du moment où, quand tu arrives en Russie, à 4 ans, en fait, le travail du papa que tu lises, sûrement dans une autre langue aussi, c'est pour te préparer justement à ce genre de moment-là, tu vois. C'est comment tu fais pour t'intégrer aussi facilement et que les gens t'acceptent? Ouais, déjà, je pars sur cette base de la lecture, en fait. Parce que je pense, la lecture, l'amour de ton bouquin, chaque jour, à vouloir le lire, à comprendre l'alphabet, je vais dire ainsi, qui est opposé à l'alphabet français. Clairement. Mais déjà, cet amour de la lecture, ça te permet un peu de élargir ton champ lexical, je pourrais dire ainsi. Parce que si tu refuses de lire, comment tu vas pouvoir échanger, c'est clair. Et ces gens-là, en fait, aussi, qui veulent échanger avec toi, tu dois avoir ne serait-ce qu'une petite base. Même si tu fais des erreurs, j'ai compris dans l'apprentissage, c'est en faisant des erreurs que tu apprends, c'est en faisant des erreurs que tu corriges et que tu réussis à améliorer ta manière, soit de parler, soit d'écrire. Donc, quelque part, mon papa a joué un rôle. Après, maintenant, mes enseignantes, mes amis d'enfance, en fait aussi, tu vois, j'étais bien parce que j'étais dans un environnement que tout autour, quand tu écoutes que c'est que du russe, en fait. Si j'étais dans un environnement où je devais que parler du français tout le temps, français, ou anglais, ça ne m'aurait pas aidé. Mais mon environnement m'a permis que, ok, étant après que j'ai commencé à rester à l'internat, j'étais déjà, chaque jour, il n'y avait pas mon papa là pour me dire fais ceci. Il y avait que ces enseignantes, ces moments de l'internat qui prenaient soin de nous, mon premier entraîneur du centre de formation, tout le temps. Il me répétait des choses, même quand je ne comprenais pas. Je me rappelle une fois, c'était une séance d'entraînement après l'école, hein, parce que parfois on s'entraînait le matin, parfois on s'entraînait après 15 heures. Et je ne comprenais pas encore très bien certains thèmes. Et mon premier entraîneur au centre de formation me pose une question. On est là avec tous mes autres coéquipiers, en fait. Donc j'ai tiré une balle à côté, en fait. Après, il a posé la question en russe, du genre, c'est moi qui dois aller prendre ton ballon, c'est moi qui dois aller ramasser ton ballon. Et j'ai répondu, oui. Tu vois? Et tous mes autres coéquipiers, ils ont commencé à rigoler parce que je n'avais pas bien capté, en fait. Je n'avais pas bien capté le sens de la phrase. Il dit, c'est toi qui je dois aller ramasser ta balle. Après, j'ai dit, oui, c'est toi qui dois le ramasser. Tu dois courir après mon ballon ramasser. Après, les gars m'ont dit, non, va ramasser ton ballon. Bien après. Et c'était un challenge, en fait. Ouais. C'était un challenge personnel parce que, je répète encore, en tant que jeune Africain, je me suis mis des objectifs de réussir. De réussir. Coûte que vaille, je dois réussir. Mon papa, il a fait
sa vie, comme je dis tantôt, tu vois. Il a fait sa vie, il a fait sa carrière. Il m'a donné une voix que malheureusement aujourd'hui, beaucoup d'enfants n'ont pas eu cette chance-là, ou n'ont pas cette chance-là. Donc, je me suis dit, je suis dans l'obligation. Je suis dans l'obligation de créer ma propre histoire. L'obligation de réussir. Je sais que tu peux réussir partout. Et tout dépend du mental que tu as, de ta disponibilité aussi, tu vois. Et les efforts que tu fournis. Parce que il pourrait bien dire, bon, mon papa il a gagné sa vie, donc je reste là, tu vois, je sais que papa peut-être, il va m'aider à faire ça, m'aider à faire ci. C'est clair. Mais non. Je suis resté là. Et quelque part même, je pense que mon papa m'a donné cette impulsion-là, en me laissant à l'internat. Pour dire, reste à la maison, tu es dans le confort. Dans le confort, exactement. Mais à l'internat, C'est ça. c'était comme ça, c'est comme à l'armée, discipline. Discipline, tu te réveilles à telle heure. Je me rappelle, tantôt petit, on se réveillait parfois à 6 heures. 6 heures, tu dois t'apprêter. 6 heures, hier, en Russie, tu dois sortir. Tu vois, en hiver, là, il faisait très froid. Aujourd'hui, il ne fait plus froid, en fait. Il faisait extrêmement froid, je te dis, extrêmement froid. Et là, tu devais sortir. Chaque matin, tu dois avoir même 10-15 minutes de balade dans le camp de l'internat. Tu t'imagines? C'était difficile. 6 heures du matin, tu te lèves, tu sors. Tout est blanc dehors. Il fait très froid. Tu dois, après maintenant, dès que tu entres, tu dois déjeuner, petit déj, maintenant, aller. Tu dois t'apprêter pour aller à l'école, soit entraînement, soit école. Donc, école finie, tu reviens, tu déposes ton cartable, allez, entraînement, l'entraînement fini, tu reviens, il y a le dîner maintenant, après on doit sortir avec certains coéquipiers pour commencer un peu à jouer un peu au ballon parce qu'on faisait pour s'amuser aussi. Bien sûr, tu vois. bien sûr. En tant qu'enfant, tu dois toujours garder ce côté-là amical avec les personnes avec qui tu vis. Donc cette adversité t'a fait grandir en fait. En fait, ça t'a fait grandir. Et en fait, il y a une citation que j'aime beaucoup et j'ai l'impression que toi aussi. C'est celle de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Tu vois. Et quand j'écoute juste ce début de récit, et où je me dirais que ça aurait pu être tellement compliqué, choc culturel, le regard des autres, mais toi, t'as été infaillible, en fait. Par rapport à l'impulsion de ton papa. Parce que, et aussi, ce que j'apprécie, c'est que tu dis, si je suis à la maison, je suis dans le confort. Maintenant, moi, je me force à aller dans la difficulté. Tu vois, aller dans les choses que je ne connais pas, parce que tu connais pas ce milieu-là. Tu vois. C'est tout nouveau pour toi. Et tu en sortis grandi. Maintenant, quand tu rentres à la maison, ça se passe comment? Parce que c'est combien de temps que tu vois? Tu vois, le samedi, on avait des matchs. Tu vois, l'internat, donc, samedi, on avait des matchs, et là, après les matchs, on était libre, tu pouvais aller. Ceux qui ont des parents qui sont sur Moscou, ils ont la famille sur Moscou, ils pouvaient aller à la maison. Après, maintenant, le dimanche, avant le dîner, tout le monde doit déjà devait être de retour, à l'internat. Ah, donc c'était rapide, en fait. Ouais, c'est comme ça, c'est pas déjà, c'est pas tu reviens le lundi, tu reviens... Non. Il y a une fois, je me rappelle, mon papa, il était allé au Cameroun, tu vois. Il était allé au Cameroun en été. Il était allé au Cameroun pour la Milan au Cameroun. Et là, nous, on a fini notre championnat. Championnat, l'école est finie. Chaque enfant doit... Si tu viens de n'importe quelle région, tu dois aller à la maison pour les vacances. Moi, je suis resté à l'internat. Je me rappelle, je me suis dit, putain, ça, c'est une punition. Ça, c'est une punition. Hein. C'est les vacances et tout. Donc, tous étaient partis, tous mes coéquipiers, tout le monde à l'internat, ils étaient partis. Ils étaient restés tout seuls à l'internat. Pendant c'était 1 mois et demi, j'étais tout seul à l'internat. Tout seul? Ouais, tout seul, avec certains... Avec les personnes qui travaillent? Ouais, qui travaillent, donc... parce que tous les autres enfants, ils sont partis, ceux qui venaient d'autres régions de la Russie, en fait, tu vois. Et moi, il n'y avait personne là, il dit, ah, putain... Ça, c'est difficile. Mais après, je lisais, je restais là, je marchais je me baladais. Donc, en fait, comme je te dis tantôt, ça te fortifie dans la vie.
Ça te fortifie. Ça te rend un peu indépendant. Clairement. Tu commences à être, je pense, j'ai commencé à être responsable étant très petit, tu vois. C'est là où j'ai commencé à comprendre ce sens de responsabilité vis-à-vis de moi, cette discipline-là. Si je me donne pas cette discipline, c'est pas papa qui va me donner. Papa a fait son chemin. Papa a fait sa carrière. Papa a fait son nom, tu vois. Maintenant, il est temps de faire le mien. Et je dois faire le mien coûte que vaille. C'est pas maman qui va venir faire ma vie. Tu vois? Je me suis dit, bon, je l'accepte. C'est comme ça que je prenais ça, je t'assure. Année à année, je prenais ça. Ainsi jusqu'aujourd'hui. C'est ma vie, j'assume. Ça arrive, j'assume, je suis responsable. Je vais à fond. Il n'y a pas papa, c'est pas grave. Il n'y a pas maman, c'est pas grave. Maman, elle a grandi sans papa, sans maman. Elle nous a élevés, nous sommes 9 enfants. Il dit, ouais. Ça veut dire que quelque part aussi, elle a trouvé l'énergie, la force nécessaire pour nous éduquer, nous tous. Tu vois? Pour nous donner à manger. Ceci dit, je peux aussi être dur envers moi-même. Je peux être dur avec moi-même. Si je ne suis pas dur avec moi-même, qui d'autre le fera? Donc c'est comme ça que je me suis forgé, tu vois. Je suis resté avec cette mentalité-là. J'ai dit, bon, ouais, je suis déjà ici. Quand c'est l'été, la vie, c'est bien. Beau, quand c'est l'hiver, parce que quand c'est l'hiver, c'est la déprime. On était dans les moins 30, quelque chose, tu vois. Tu dis, bon, là, sors. Ah là, c'est chaud. Ça va marcher. Ah, c'est chaud. Tu vois, on est resté, tu quittes un enfant qui quitte de mon cher et beau pays, le Cameroun, comme je répète tantôt, où il fait très chaud. Où tu es bien. Tu te balades en t-shirt, tu te retrouves quelque part où les sensations, elles sont très fortes. Et je l'ai ressenti la première fois aussi. La petite anecdote, quand je m'avais, on appelle une ville en Russie, on appelle Susuman. C'est un peu, on appelle ça Magadansk et Oblast. Après, tu vas regarder. C'est la première fois que je suis allé là-bas. Tu vois, je me suis dit, j'ai envie d'aller découvrir, en fait. Il y a mes potes russes, hein. Aujourd'hui, ils me disent, toi, tu es un fou. Et ils ne sont jamais allés dans ces zones. Ils disent, jamais je m'avais fait quoi là-bas. J'ai dit, je vais y aller. Il faisait moins 62. En fait, j'étais allé parce que je me suis dit, j'ai envie d'aller. J'ai regardé un documentaire c'est un blogueur russe que je connais assez, tu vois. J'ai regardé un documentaire, il était allé dans les anciennes prisons du Goulag, là. Ouais. Il était allé là-bas, il me suis dit, ah, putain, que c'est intéressant. Il t'a été comme ça chez moi, dire, oh, c'est intéressant. Je me rappelle, j'étais en Allemagne cette période. Il dit, mais c'est intéressant. Je dis, ok. Quand j'aurai le temps après le championnat, quand je rentre en Russie, je vais m'arranger et peut-être aller là-bas. Juste pour moi, en fait. Et là, quand je suis allé là-bas, ça m'a rappelé les premières sensations que j'ai eues quand je viens d'arriver en Russie étant tout petit. En fait, ce choc-là, et le bon côté, en fait, c'est quand je suis arrivé, tu vois, j'ai rencontré des personnes là-bas. Frérot, tu t'imagines pas le cœur que ces personnes avaient. Sérieux? Le cœur que ces personnes avaient. J'ai rencontré une grand-mère jusqu'aujourd'hui, je raconte souvent cette histoire-là à certains journalistes russes, tu vois. Parce que eux, au moins, ils essayent un peu d'aller sur ce côté-là. Elle m'a dit une fois, mon fils, elle m'appelait Chocolat, mon petit. Oh, c'est trop chou, Chocolat. Elle me dit, c'est joli ça. Ah ouais, elle dit, mon petit Chocolat, tu es venu chercher quoi? Ici. Elle me voit, j'étais assis, elle dit, non maman, je suis venu, j'ai envie de découvrir. Elle dit, découvrir quoi? Elle dit, comment les gens vivent. Tu vois un peu un doigt de banane? Juste un doigt de banane là-bas, il coûte c'était 1100 quelque chose de roubles. Juste un doigt de banane. Parce que tu vois, ce sont des denrées extrêmement rares que tu vas trouver dans ces régions-là, tu vois. Ouais. Et je la rencontre dans ce petit magasin.
Après, elle me dit, mon fils, elle me connaît pas. Elle ne m'a jamais vu. Elle me connaît, écoute bien, elle me connaît pas, elle m'a jamais vu de sa vie. Elle me dit, mon fils, viens, on y va à la maison, je vais te faire à manger, je vais te faire une petite soupe. Imagine-toi un peu, le choc que j'ai eu. J'ai dit, ah non, la première fois, cette grand-mère, elle pouvait avoir 80 ans. Tu t'imagines, elle vit dans ces régions, elle avait plus de 80 ans. Tu vois, j'avais peur, j'ai dit, mais peut-être la maman là, je ne sais pas, peut-être, je sais pas pourquoi elle m'invite, elle me connaît pas. Après, quelque part, j'étais seul en plus, toi? J'étais avec mon pote. Okay. Il dit, Gaël, vas-y. Pourquoi tu as peur? Pourquoi avoir peur? Vas-y, pourquoi avoir peur? Vas-y, elle t'invite, ça n'arrive pas assez. On y va avec mon pote, on arrive chez elle. Elle a fait toute une soupe. Je t'assure, on est comme ça. Elle nous a mis au chaud, au petit soin. Elle dit, non, mes enfants, voilà. Elle a fait à manger. On a commencé à parler, elle a commencé à nous raconter ses histoires, comment elle a travaillé ici, à Saint-Pétersbourg. Elle est revenue ici, elle dit, je t'assure, jusqu'à aujourd'hui, je te parle, j'ai des frissons parce que je me rappelle de ce moment, j'ai compris que c'est énorme. Tu peux trouver en fait ces personnes partout dans le monde. Tout dépend de ta manière d'être, de ton état d'esprit, si tu es ouvert ou pas. Si tu es renfermé autour de toi, jamais tu vas rencontrer ces personnes. Et juste le partage avec elles m'a donné une leçon de vie en fait. Je te dis, même en tant que footballeur aujourd'hui, tu vois, si tu peux accorder ne serait-ce que 30 secondes de ton temps à un petit gamin qui vient au stade, à quelqu'un qui est malade, qui vient là, il vient vous soutenir, il vient regarder un match de football, tu vois. Tu te dis, ouais, juste l'accorder 10, 15, 1 minute de mon temps, ça ne m'enlève rien. Ça ne m'enlève rien, tu vois. Des gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais tu vas jamais changer l'opinion de quelqu'un. Tu vas jamais changer la manière de penser d'un individu, pardon. Mais c'est juste pas ta manière d'être. Tu vois, ta manière d'être peut impacter des vies. Des gens peuvent dire, mon frère, il est comme ça veut dire, il y a quelque chose, il y a une histoire derrière lui. Peut-être, je peux prendre quelque chose de lui. Ça va m'aider des mois après demain. Mais juste, ce temps-là que tu accordes aux gens, demain, tu sais pas, peut-être, il y a une personne qui a juste besoin juste ton petit, un message de toi te dit, frérot, c'est comme ça, est-ce que tu peux juste m'écouter? C'est clair. Peut-être il n'a pas besoin forcément de quelque chose, mais juste ton attention, juste l'écoute. Parce que peut-être il est dans une situation de stress, sa vie est tellement, tu vois, peut-être il a des proches qui sont malades, peut-être, il y a tellement de situations, de variantes dans cette vie que tu dis, bon, à cause de ces petits temps, ça ne t'enlèvera rien du tout. Donc, c'est ce temps avec cette grand-maman m'a toujours, maman Olga, est-ce que je veux l'appeler, ça m'a fasciné en fait. Ça m'a tellement fasciné. C'est la beauté de l'être humain. Et ce que j'apprécie dans ce que tu dis, c'est tellement vrai. C'est cette ouverture d'esprit. Tu vois, de ne pas être fermé sur des préjugés ou des images qu'on peut avoir, tu vois. Et ce que j'adore dans ton récit, c'est justement que toi, t'es justement la personne sur qui, en fait, ça aurait dû potentiellement mal se passer, tu vois. Noir, qui arrive de l'Afrique, qui va fermer, qui a des codes, les gens ont peur de toi, au contraire, tu es ouvert, et tu t'attires que des bonnes choses, tu vois. T'attires que des bonnes choses. Et où vient le lien? Parce que t'as tout cet apprentissage. Mais c'est à quel moment que tu dis, bon, maintenant, je suis à Lokomotiv Moscou, là, et moi, je veux devenir pro. C'est quand que ça, tu vois, En fait, je vais te raconter encore une petite histoire, en fait. Tu vois, en étant au centre de formation, je pense que j'étais déjà une année avant d'être avec l'équipe réserve, tu vois, où la dernière année où tu es excité pour dire, bon, il faut qu'il m'approche. Je m'approche déjà. Là, on finit un match le samedi. Et on devait être les ramasseurs de balles. Le match d'équipe première qui devait se jouer dans notre stade Tchekizo. Et on nous met tout autour du terrain, les ramasseurs de balles là, on finit, le match est fini. Et là, je disais bon, je vais aller à la maison,
Je vais à la maison, il y a mon oncle qui est arrivé. Je vais à la maison. Tu vois, c'est samedi pour revenir demain. Et comme il fallait signer, chaque fois on doit signer un cahier de charge, en fait. C'est un de tes membres de famille, il doit venir signer le cahier de charge que non, tu es parti à la maison et il doit revenir t'accompagner le dimanche. Et maintenant, il y a mon oncle qui était là. Le match est fini, on est en train de... Je dois rentrer. Et maintenant, on veut prendre le métro. Ok. Écoute, on veut prendre le métro. Il y a 2 de mes coéquipiers de ma catégorie. On dit, bon, alors on va descendre, tu vois. Parce que notre stade, le stade du Lokomotiv de Moscou, il est presque collé avec la station de métro, en fait. Ouais. Donc, tu sors du métro, le stade, il est juste devant toi. Et là, on est en train d'aller vers le métro, tu vois. Le match, il y a tellement de monde, tout sommes des gamins. On est habillés avec la tenue tu vois, du club, tout. On descend l'escalier roulant, je me rappelle. Et là, on attend le métro. On attend que le métro arrive. Il y a certains mecs qui sortent. Tu vois, des mecs âgés, en fait. Cette époque-là, il y avait encore, tu vois, on appelle des skinheads, tu vois. Ouais. À cette époque. Et là, moi, j'ai peur, en fait. Parce que c'est la première fois que je vois des gens un peu, tu vois, moi, j'étais à l'internat, j'ai resté à l'internat. Si je sors de l'internat, c'est que on m'amène soit en voiture, mais pas que, tu vois, t'es pas libre, métro, en fait, t'es pas tout seul, la seul. métro, Ouais. non. Et maintenant, les gars, ils sortent un peu, ces gars adultes, ils commencent à vouloir nous menacer un peu. À même menacer. Donc, je suis comme ça, que ouais. Et du coup, mes 2 coéquipiers avec qui je jouais à l'internat, là. Comme ils se sont mis devant. Frérot, les gars, ils ont fui. Ce sont des petits enfants, tu t'imagines, avec moi. Ils ont dit non, on s'excuse, on passait. On était tous en tenue du Lokomotiv. Là, j'ai compris encore que l'amour, c'était l'époque où tu vois, un peu des gens un peu étaient... C'est clair. Mais ça, c'est la seule unique situation que moi j'ai vécue. Et c'est pour ça que ça m'a marqué ce qu'aujourd'hui, ça date des années aujourd'hui, mais ça m'a marqué comment mes coéquipiers avec qui j'étais, tu vois. Ah, c'est fort. Après, ils m'ont dit non, on ne prend plus le métro. Alors, ils ont appelé les papas. Les papas sont venus nous chercher à l'internat. Après, ils m'ont accompagné jusqu'à chez nous, à la maison. Ils sont rentrés et déjà, après, ils ont appelé, le papa a appelé, si tout est bien, s'il me porte bien, si je ne sais pas. Tu vois un peu. Ce côté-là, c'est un côté qui m'a marqué. Ça te réconforte, Ouais. parce que là, tu sens que tu fais partie de la famille. Ouais, j'ai fait partie de la famille, peu importe nos couleurs là-bas. J'ai compris que nous sommes, on est ensemble, en fait. On est ensemble. C'est juste que le monde est fait comme il est fait, tu vois. Le monde, il est tellement beau que il y a l'Afrique, il y a l'Europe, il y a l'Asie, il y a tous ces continents-là. Et on a trouvé cette harmonie-là, cette joie de vivre. Juste respecter nos différentes opinions, en fait. C'est énorme. C'est énorme. Tu joues pas beaucoup au Lokomotiv après. Ouais. Et je trouve, de toute façon, les bons moments de ta carrière, tout ce que tu racontes d'ailleurs est beau. Mais il y a ce petit, on va dire, même pas difficulté, mais de nouveau, tu dois t'adapter. Quand tu pars en Ukraine. Ouais, déjà, le Lokomotiv, Tu vois. j'utilise aussi cette plateforme. Si je suis ce que je suis quand même. C'est grâce, c'est clair. Tu vois, c'est grâce. Déjà, Lokomotiv, le petit incident qui se passe, c'est que, tu vois, quand t'es jeune, tu vois, quand t'es tout petit, là, tu as 13 ans, 14 ans, 15 ans, tu vois, les agents qui te suivent, ils sont avec toi, seulement, ils veulent, tu vois. C'est vrai. Et comme je faisais partie des meilleurs talents de la Russie, les étudiants dans toute la Russie fait partie des meilleurs talents de la Russie avec, un de mes coéquipiers aujourd'hui, un de mes bons amis qui est arrivé à Sion. C'est pas si il y a un Russe qui est arrivé à Sion, Miranchuk. On a grandi tous ensemble, à l'internat tous ensemble, et il a son frère jumeau. On faisait partie des 3 meilleurs jeunes de toute la Russie, de notre catégorie. Et moi, quelque part, j'ai jamais voulu, tu vois, tu as grandi quelque part, tu es là, mon but est jouer avec l'équipe première, tu vois. Tu ne rêves de rien d'autre. C'est clair. Mais
moi, je suis en stage, mon agent, il me dit, bon, il y a le CSK, il y a ceci, c'est Champions League et tout, tu vois. Ils m'ont amené là-bas, mais comme je te dis tantôt, tout ce qui arrive dans la vie d'un footballeur, ça te sert de leçon, ça te fortifie et c'est à toi de faire vite, de prendre ton bon côté en fait. Faire une leçon de cela et avancer. Parce que si tu vas rester sur ça, ça va pas te permettre d'être où tu es là aujourd'hui en fait. C'est clair. Donc en fait, et c'est là justement, donc on parle de changement, on parle souvent aussi en Russie de pas mal d'argent. Tu vois, du sens, toi, t'es jeune, quand tu pars du CSK, c'est-à-dire que... Ouais, il y a plus d'argent, Champions League et tout. Mais moi, en fait, à cet âge-là, tu vois, moi, je veux pas te mentir. Moi, je pensais pas, moi, il passait pas l'âge, moi. Et moi, ça a toujours été, moi, j'ai tout été, je veux dire, j'étais un amoureux du foot, moi. Du travail, travailler dur pour avoir son gain. Mon papa me l'a appris que tu dois travailler dur, toi. Tu dois lire pour avoir une récompense. Si tu ne travailles pas dur, c'est pas ce dont moi j'ai travaillé toute ma vie qui va t'aider. Mais toi aussi, demain ou après-demain, tu as ta progéniture, tu dois créer ta propre famille, tu dois avancer. C'est pas avec moi, tu vois. Et ouais, ça m'a fortifié. Et chaque jour, je bénéficie de ces bienfaits-là, en fait. De cette discipline-là, de demander encore plus, de demander plus tout le temps. Je veux plus. Parce que sans ça, je ne serais pas devenu l'homme que Dieu a permis que je sois aujourd'hui, en fait. Parce que tout n'est que grâce et c'est que Dieu m'a accompagné et moi aussi j'ai fait mes propres efforts aussi. Parce que il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Si tu ne fais pas ta part d'effort, tu peux rester bien beau dessus ton lit. Mais il se passera rien. Ça se passe rien. Tu m'as l'air d'être une personne qui n'est pas facilement impressionnée, tu vois, du sens où tu as ce calme, cette sensibilité, tu vois, cette bienveillance qui fait part de ta personnalité. Moi, j'aimerais juste savoir, on parle de locomotive, on parle du CSK, on parle de changement de contexte. Mais il y a un contexte plus particulier, tu vois, celui de l'Ukraine. Ouais. Tu peux me raconter cette période de ta vie? Parce que là, on parle de choses d'adaptation, on parle de couleurs, on parle tu vois, de température. Là, on parle d'autre chose maintenant, on parle de guerre, tu vois. Ouais, frérot, mais ça, déjà, comme tu as dit tantôt, ça fait partie de ma vie, tu vois. Ça fait partie de ma vie et tout ce qui est arrivé jusqu'ici dans ma vie, je suis content. Je suis content de ce parcours. Parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, de pouvoir toujours se situer. Déjà, quand je quitte mon cher et beau pays aussi, la Russie, parce que c'est mon pays, je l'aime et je l'adore, tu vois. C'est vrai qu'on aurait tendance à oublier, mais t'es autant russe que ouais, donc je me dois, en tant qu'être humain, en tant qu'un homme qui a vécu dans cette société et qui continue à vivre dans cette société, tu vois, je me dois d'apporter un respect, une estime de soi, du fond de mon cœur à ce pays, tu vois. Donc, comme mon cher et beau pays, le Cameroun, comme je le respecte, c'est l'estime que j'ai jusqu'aujourd'hui. Parce que, quittant la Russie pour aller en Ukraine, en fait, au départ, c'était un peu complexe, en fait. Parce que, l'agent qui me contacte, par rapport à Zoria Lugansk, tu vois. C'est un agent qui travaille en Russie, tu vois, dans presque tous les clubs de Russie, un grand agent ukrainien. Et que je remercie toujours aujourd'hui. Hein. Moi, je vais le remercier parce que il a été bien avec moi. Mais malheureusement, ça n'était pas de sa volonté. Je profite de le saluer. Il s'appelle Vadim Chabli. C'est un mec vraiment, il travaille en Russie avec beaucoup de clubs en Russie et vraiment très bien, humainement et
Il m'a dit, bon, il y a ces clubs en Ukraine, tu vois. J'ai vu, c'était une Europa League. J'ai dit, bon, Ok. Donc, Zorel Lugan s'est dit, ah, c'est intéressant. J'étais en Europa League, il faisait des bons résultats en Europa League. J'ai dit, bon, ok. Pourquoi ne pas? Il m'a dit, bon, voilà, le club, ils sont intéressés par toi, ils veulent te signer. J'ai dit, bon, avant tout petit, tu vois, j'allais en Ukraine, Odessa, Donetsk, toutes ces zones-là, tu vois, tous les Russes, ils allaient là-bas. C'était toujours des zones où, tu vois, c'est un même peu pour moi, en fait, tu vois, là, presque la culture, elle est similaire, tu vois, dans beaucoup de familles russes, tu vas voir, papa est russe, maman est ukrainienne ou bien le contraire. Donc, on a toujours vécu, même à l'internat, on était toujours mélangés entre nous, tu vois. Même mes amis, beaucoup d'amis aujourd'hui, c'est ce mélange-là. Donc, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, s'ils sont intéressés, peut-être je vais aller, tu vois. Je vais pour la visite médicale à Kiev. J'arrive, je passe la visite médicale à Kiev. Tout est bon, tu vois. Après la visite médicale, je rentre encore à Moscou à la maison. Parce que la visite médicale était concluante. Donc maintenant, je dois aller maintenant pour signer le contrat, tout, et commencer le travail, tu vois. Et là, quittant Moscou pour Kiev, Zaporozhye. C'est pas maintenant tu peux voir Zaporozhye parce que le club était basé à Zaporozhye déjà à cette époque-là. J'ai dit bon. Et pourtant, c'est un club à la base de Lugansk. D'accord. Lugansk, et je me dis bon, j'arrive, je signe le contrat. Et maintenant, il y a un document de transfert. Tu connais le TMS, un document de transfert qui devait être envoyé je pense que c'était de CSK. CSK pour l'Ukraine. C'est un peu mieux long. Là, je suis rentré à Moscou pour essayer de voir comment on peut avoir. Ouais. Après, je reviens en Ukraine. Déjà, tout est bon. Déjà, ce qui m'a un peu choqué, c'est lorsque j'arrive à l'aéroport de Zaporozhye. Tu vois, bon, je suis le contrôle, tu vois, je passe le contrôle. On me stoppe, en fait. Okay. On me met dans un petit vocal. Place. Ouais, une petite place et dit, mec, j'ai fait quoi ici? Je dis, non, attendez, vous venez d'où? Je dis, moi, je viens de Moscou, je suis un joueur de foot. Je suis venu, vous avez vu, je suis venu pour signer. Pour signer et tout. Je dis, non, attendez. Et comme cette période, j'avais voyagé avec le document russe, tu vois. C'était un peu... C'était difficile. Je suis resté longtemps à l'aéroport. J'ai passé près de 4 à 5 heures assis dans un petit coin de l'aéroport, en fait. Je dis, mais j'appelle donc l'agent, Vadim. Je lui dis, mais Vadim, je comprends pas ici, si je ne peux pas sortir. Les membres du club, ils m'attendaient à l'extérieur, tu vois, pour me récupérer. Je suis resté longtemps. Après, je demande, mais quelle est la raison, pourquoi? On dit non, parce que vous venez de Moscou, comment ça vous venez de Moscou? Je dis, et puis quoi, moi je viens de Moscou, mais je suis un joueur de foot. Moi je viens pour travailler, vous avez vu, voilà mon contrat de travail, je viens pour travailler. Pourquoi on me libère là? J'ai mis long. Déjà, j'ai commencé à sentir que non, ça va être difficile pour moi. Maintenant, le club, il réussit à me récupérer à la fin, déjà après avoir passé 5 ou 6 heures assis au coin de l'aéroport. T'arrives à garder ton calme dans cette situation? Ouais, mais c'était chaud quand même. C'était chaud à ce moment parce que je me suis dit, l'agent qui m'a fait signer, lui, il était à Kiev en fait. Ouais. Et moi, j'arrive à Zaporozhye. J'ai dit non, je ne peux pas. T'es tout seul. Je suis tout seul. Je te dis, frérot, j'ai flippé. J'étais tout seul dans une chambre. Les mecs, ils étaient devant armés, tu vois. Les mecs, ils étaient, je dis, ah putain, qu'est-ce que moi, je n'ai rien fait. Je viens juste de Moscou chez moi pour venir travailler. Après, le club m'a récupéré, ils m'ont ramené à l'hôtel, tu vois, je suis resté à l'hôtel. Maintenant, j'attendais, j'ai commencé à m'entraîner avec l'équipe, tu vois. Tout était bien dans le site du club, tout était officiel, tu vois. Maintenant, j'attendais le permis de travail. Et frérot, je reste là, je dis, man, je m'entraîne 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois. Putain, j'ai pas de permis de travail. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je demande à l'agent que, mais tu m'as fait venir, là, moi, je n'arrive pas à jouer, et pourtant, j'ai signé tout, j'ai pas de permis de travail.
ils ne payent pas de salaire, rien. Mais moi, je m'entraîne chaque jour. Chaque jour, pas de salaire, rien. Tu fais, je pense, 5 mois, 3, 4, 5 mois, là. Après, il dit non, moi, je veux plus rester là. Il dit, moi, je rentre à Moscou. C'est comme ça, il dit, bon, parce que tu as le règlement FIFA, après, s'il y a 3 mois d'impayé, tu peux rompre ton contrat, tu vois. Ok, je suis rentré à Moscou. Il a dit, moi, cette affaire, je laisse tomber. Après, l'argent qui m'a fait partir là-bas, j'ai dit non, je veux jouer, je veux pas signer un contrat, m'entraîner, et je ne joue pas au final, tu vois. Je suis là pour performer, pour jouer. Et bien après, le dossier, il allait après la FIFA, l'agent l'a mené le dossier à la FIFA pour essayer de régler cette situation parce qu'ils m'ont pas payé un salaire. Et pourtant, chaque jour, moi, je me suis entraîné. Après, j'ai laissé tomber l'affaire. Après, moi, j'ai signé avec Landy, tu vois. C'est comme ça. Mais cette période-là, cette tension-là, je veux pas oublier, hein. Ouais. Je te dis, frérot, quand j'étais resté à l'aéroport, je me suis dit, moi, je joue au foot. Mais je suis venu juste, tu es venu juste pour faire ton travail. Encore en plus, je pourrais comprendre si j'avais fait quelque chose, tu vois, contre, non. Mais je suis venu tranquillement. Cette affaire-là, jusqu'aujourd'hui, ça m'a fait mal. Je vais pas te mentir. Ça a fait en sorte que je laisse 5-6 mois de ma carrière, tu vois, ne rien faire, m'entraîner sans jouer un match. Tu te rends compte, l'équipe, ils allaient jouer de part et d'autre. Ce temps-là, on avait encore le gardien du Real, Lunin. Tu vois, Lunin, c'était mon coéquipier cette période-là aussi. Et tu te disais, bon, ça va s'arranger. Chaque jour, tu te dis, peut-être ça va s'arranger, il y aura une solution, mais malheureusement, il n'y a pas eu de solution. Il n'y a pas eu de solution et c'est comme ça. Mais comme je te dis tantôt, c'est ma vie, je l'accepte, c'est mon chemin. Parce que dans la vie, dans un chemin, il y a toujours des difficultés. Tout n'est pas que rose. Tu vas toujours tomber, mais c'est juste comment tu réussis à te relever, comment tu réussis à gérer ces différents temps-là. Ne pas faire des bêtises. Parce que si tu réussis, si tu veux que tout soit facile, rien ne sera facile. Il faut toujours réussir à s'adapter, à attendre, essayer encore. Ça ne va pas. Tu essayes encore, jusqu'à que ça va donner parce que tôt ou tard, l'effort que tu donnes, comme tu t'investis, ça finit par payer. Ça finit par payer. C'est ce que moi j'ai compris dans la vie. Ça finit par payer. Ça peut m'être long. Mais si tu es dur avec toi-même. La résilience, comme la persévérance. Dur avec toi-même. Persévère. Ça finit par payer. Et ce qui est fou, c'est qu'on regarde ton parcours, hein, comme tu le dis, de 2014 à 2015 au CSK. Après, tu pars au Danemark aussi. Ouais. C'est toi où tu étais à gauche. Oui, exactement. Tu pars une année de nouveau, donc tout ça, c'est toujours une saison en Ukraine. Et après, tu reviens à Anji, tu vois. Ouais. Et c'est là où vraiment que ça commence réellement, tu vois, au niveau du temps de jeu, même si tu as beaucoup joué au Danemark. Ouais. Mais là, il y a une continuité qui s'installe. Et est-ce que le moment où tu es à Anji, c'est pas le moment où Eto'o est, hein? C'est pas la même chose, c'est pas la même. Non, Eto'o venait juste de partir. Il vient juste de partir, c'est ça. Ouais. Il vient juste de partir. Et est-ce que c'est justement parce que désolé, monsieur Samuel Eto'o, il venait juste de partir. C'est pas quand même mon égal. c'est avant tout mon président de fédération, donc il doit le respecter. Non, c'est clair. On connaît le grand champion qui est, tu vois. Ouais. Mais est-ce que quand tu arrives à Anji, c'est la même stratosphère? Parce que je me rappelle quand Eto'o signe à Anji Maaskalach. Ouais, là, je suis encore au Locomotive quand Eto'o signe à Anji, ouais. On parle de gros montants, on parle de trucs de fou. Est-ce que toi, quand t'arrives, c'est le même truc? Est-ce que c'est toujours dans la même, je dirais, même ordre d'idée? L'idée reste encore, le cap, il reste encore un peu, tu vois, mais c'est pas le temps quand même, tu vois, tu avais assez de grands joueurs, tu avais Samuel Eto'o, Roberto Carlos, tu avais l'entraîneur Gousiding, tu avais donc, Bara Boussoufa avec qui j'étais à Locomotive de Moscou, Lassana Diarra, donc il y avait c'est juste. Ouais, mais
Mais bien après, c'était une période un peu en dessous, mais le club était là, le club réussissait quand même à se tenir. Ok, ok. Et t'es marié, hein? C'est quoi ton problème? C'est sur ma repas. Tu veux m'épouser déjà, toi? Non, ce que je veux dire par là, c'est que, comme tu parlais de ta culture russe, Ouais. je crois comprendre et savoir que ta femme est russe. Ouais. Où je veux en venir, c'est plus dans le contexte de tout ce qui s'est passé ce dernier temps. Où elle a sûrement de la famille, t'as des amis, t'as des gens, t'as parlé de maman. Ouais. Qui vivent des moments difficiles et je voulais juste pas forcément avoir ta position sur une question politique parce que c'est pas ce qu'on fait ici, Ouais. mais plus sur ton ressenti, tu vois, de ce qui s'est passé là-bas. T'as été dans les deux pays en plus, Ouais. tu vois. Comment en tant que joueur de foot, d'accord, et même avant ça, en tant que personne, on perçoit ça et on vit ça, tout en sachant qu'on a des gens qu'on connaît sur ces territoires. Ouais, déjà, en tant que joueur de foot, je reviens d'abord sur ce volet-là. Déjà, moi, c'est un peu pénible pour moi pour les sportifs russes, hein, et l'autre côté pour les étrangers qui viennent pour jouer en Russie, en fait. Parce que je pense un peu à ces compétitions européennes qu'on joue, Europa League, Champions et tout ça, tu vois. Eux aussi, ils aimeraient jouer cela. Et quand tu vois que, dernièrement, j'étais en Russie, quand je jouais contre la Russie, l'équipe nationale du Cameroun, on a joué un match contre la Russie à Moscou. Et tu te rends compte que, quand même, que les sportifs, quand même, ils doivent continuer à faire le boulot, en fait. Quand tu es sportif, tu te mets des objectifs à les atteindre le maximum, tu te donnes le maximum d'efforts à atteindre le plus haut, en fait. Et quand tu peux pas participer à certains tournois, tu vois, ça te diminue quand même. C'est clair. Donc, pour les sportifs, j'ai vraiment très mal parce que moi-même, en tant que sportif, c'est difficile T'as envie de faire concevoir évoluer, cela c'est parce ça. que j'ai assez d'amis, assez de coéquipiers qui sont là-bas, qui jouent là-bas. Donc, c'est pas plaisant. Et en tant qu'être humain, je dirais tantôt que c'est difficile parce que quand tu vois la situation actuelle, tu te dis, nous tous on est mélangés en fait. On est mélangés, tu vois. Ma famille, la famille de mon épouse, tu vois. Tu ne peux pas séparer en fait. Sa famille, c'est ta famille. Comme ma famille, c'est sa famille, tu vois. Et dans sa famille, il y a un peu ceux qui sont de l'Ukraine, il y a ceux qui sont de la Russie. Tout ça, tu es obligé d'accepter cela, tu es obligé de pouvoir trouver toujours le juste milieu en fait. Parce que c'est très difficile. Parce qu'il y a Ça crée certains des amis tensions. de gérer, ouais, c'est très difficile parce que il y a certains amis, il y a un de mes amis récemment m'a raconté une petite histoire. Il avait un de ses potes, tu vois. Lui c'est un Russe, tu vois. Et dans sa famille, papa et maman, comme je te disais tantôt, papa est ukrainien, maman est russe. Et la situation, elle est... Parce que d'aucuns, ils connaissent cette situation qu'aujourd'hui, en fait. Mais c'est une situation quand même qui est en date et je pense que les gens, on pouvait trouver quand même une résolution, en fait. Parce que ce côté d'Europe, on ne comprend pas bien un peu cela. Moi, c'est quand même bien parce que j'ai quand même la famille, je suis un peu, C'est dedans. je suis dedans, en fait, tu vois, je suis dedans, en fait, et ce qui fait en sorte que moi, je regarde cette situation autrement. J'ai un autre regard, en fait. J'ai un autre regard un peu, et quand je te dis, bon, tu as la famille qui est mélangée, l'autre est C'est là-bas, ça. l'autre est l'autre, comment est-ce que tu peux pas prendre un camp, en fait. Mais il y a des tensions. Tu- Tu sens des tensions, par exemple, même dans ta famille ou tu vois du Dans ma sens. famille, non, je veux pas dire qu'il y a des tensions. Ok. Il y a pas de tension parce que les gens, ils vivent longtemps ainsi, tu vois. Depuis, je veux dire, le temps de l'URSS, ils ont toujours vécu ainsi. Et à Moscou, tu vas arriver à Moscou, la ville où moi j'ai grandi, je te dis, tu vas arriver. C'est le mélange, en fait. C'est le mélange. C'est le mélange. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que je veux que, que cette situation puisse se régulariser le plus tôt
sera le mieux pour tous parce que c'est un peu aussi pénible pour moi, en fait. Pénible pour moi parce que tu es départagé. C'est clair. Parce que l'autre vient te raconter ça, l'autre vient te raconter ça, l'autre vient te raconter ça, l'autre vient te raconter ça. Je me rappelle, mon feu beau-père, il disait tantôt, sinon, il voulait parler en russe. Il dit à mon fils, mon fils, regarde, sa femme, elle venait de Kharkov. C'est une ville, Kharkov, c'est une ville en Ukraine. Et lui venait de Belgorod. Belgorod aussi, c'est une ville de la Russie. Il dit, on s'est rencontrés, et tout, on a fait des enfants, et aujourd'hui, les gens, lui aussi n'arrive pas aussi à comprendre quel est le dialogue qu'il pouvait avoir avec son épouse. Tu t'imagines un peu? Wow. C'est complexe. Ils ont eu des enfants. Quel est le dialogue? Comment tu dois te comporter avec eux? Comment? Mais, Dieu merci, il réussit toujours à préserver ce qu'on appelle la famille. Parce que, je peux te dire quelque chose. En Russie, je ne sais pas. En Suisse, je commence aussi à comprendre en Suisse comment ça se passe. Mais en Russie, la famille, elle est tellement sacrée. La famille, la tradition, c'est quelque chose de, ouais, c'est quelque chose de particulier pour l'homme russe sa tradition, sa famille, non. Elle est sacrée. Et je veux dire aussi, je pense que même c'est le cœur de tout les anciens pays de l'Union soviétique, en fait. Que ça soit les pays d'à côté. Moi, j'ai eu la grâce, de pouvoir visiter tous ces pays. Tu vois? J'étais dans tous ces pays que tu vas parler de l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkménistan, Moldavie. J'ai visité tous ces pays. Donc, mais c'est grâce au foot ou non, pas grâce au foot moi-même. Parce que tu vois, à Moscou, tu as des amis un peu de partout dans ces régions-là, en fait. Ce qui fait que moi, j'allais là-bas peut-être pour un week-end. Tu vois, des amis t'invitent pour un mariage. Tu arrives ici et tu comprends que la grande Russie, en fait, c'est tous ces pays-là rassemblés, en fait. C'est clair. Parce que, tu vois, quand je joue à l'Angie, l'Angie, c'est le Caucase, en fait. C'est vrai? Makhachkala, c'est le Caucase. Ouais, on restait à Moscou, on voyageait pour aller jouer des matchs. Mais il y a des périodes aussi où on restait à Makhachkala. Ouais. Tu vois, Grozny. Grozny, c'est, tu vois, chez les Tchétchènes un peu, tu vois. Tout ça, ça fait partie de la Russie. Je suis parti un peu dans la Sibérie, le fond de la Sibérie, pour voir. C'est la Russie. Tu vas aller à Vladivostok. Tu vois un peu que c'est tout un continent. Et à l'intérieur, il y a tellement de cultures. Tu t'imagines? Il y a tellement de cultures. Il y a tellement, je veux dire, d'ethnies que personne ne connaît, en fait. Ici en Europe, on se dit, quand on dit la Russie, en fait, on se dit, la Russie, c'est Moscou et Saint-Pétersbourg. C'est beaucoup. Ouais, ce sont ces clichés qu'on a. Et pourtant, la Russie, c'est plus que ça, en fait. Ouais, c'est clair. La Russie, c'est plus que ça. Je dis, moi, j'ai eu cette grâce, cette chance de pouvoir passer ce côté-là où j'ai dit, bon, mais je vis dans ce pays. Moi, je vais aller ici, je veux voir ça, je veux voir, tu vois. Il faut pas qu'on me raconte. Tu veux voir. Je veux voir. Ce côté un peu, tu vois, le Caucase, c'est un peu comme les Africains. C'est clair. Tu vois, ils ont un peu la mentalité, exactement de nous, l'Afrique noire. Avec le Caucase, c'est la mentalité de l'Afrique noire. Les gars, ils sont toujours, ils sont chauds. Je te dis, ils sont chauds. Je te dis, c'est comme un chocolat chaud. Hein. Je te dis, les mecs, ils sont chauds, le Caucase. Mais maintenant, quand tu vas revenir un peu, tu vas partir, il y a, par exemple, tu vois, les Ekaterinbourg, je sais pas, tu as entendu parler de Ekaterinbourg, tout ça. Tu vas venir à Moscou, c'est un peu les mecs, un peu les gens, ils sont un peu... Ça, c'est la high class. La high class, Saint-Pétersbourg, c'est un peu, tu vois, c'est culturel. Tu vois. Saint-Pétersbourg, c'est connu de sphère culturelle. Tu as eu assez de poètes, tu vois, des philosophes, des gens qui ont habité beaucoup plus. C'est pour ça qu'à Saint-Pétersbourg, tu as trouvé assez de musées un peu. Tu vois, trop de musées, c'est ce côté-là. Mais tout ça fait partie de la Russie. Tu vois, c'est énorme. Ce qui fait que tu connais un peu tous ces anciens pays de l'ancien l'URSS. Tu trouves toujours un petit ici, un coin ici. C'est pour ça que tu vois, pour eux,
C'est comme un Africain, un Camerounais, un Ivoirien, un Congolais, un Gabonais, peut-être les premières intentions de voyage, c'est venir en France. C'est comme ça, celui de l'Ouzbékistan, Kazakhstan, Moldavie, tu vois, tous ces pays qui sont autour, leur premier souci, c'est pas venir voir ta France, en fait. Tu vois, leur premier souci, c'est venir en Russie, à Moscou, aller à la place rouge. Tu vois, tu vois, c'est comme ça. Le monde, il est fait ainsi. Chacun, un Nigérian, première intention, c'est d'aller à Londres. C'est vrai. Le Nigérian, Londres, State. Il va aller Londres, State, tu vois. Mais c'est ça qui fait en sorte que la Russie, tu vois, si tu n'as pas vécu là-bas, et cette tension que actuellement, tu vas pas pouvoir comprendre un peu exactement sur cet angle-là, en fait. Moi, je comprends parce que moi, t'étais dedans. J'ai grandi là, tu vois, j'ai grandi là, et toute cette zone, Dieu merci, on parlait de Lugansk, tu as vu, j'étais à Vézoria encore. Déjà avant, moi j'étais à Odessa, dans les années 2010, 2011, 2012, j'allais là-bas, tu vois, tu allais encore là-bas à la plage d'Odessa, tu pouvais aller avec des amis, tu vois. Et les Russes, ils allaient là-bas. Les Russes, ils allaient là-bas, comme les Ukrainiens, ils venaient, ça a toujours été, en fait, c'est une histoire de frères et sœurs. Une sorte de partage, même carrément. Je te dis, c'est une histoire de frères et sœurs. Et c'est entre frères et sœurs que ça doit se régler. On parlait de la Bélarussie, j'ai oublié encore la Bélarussie aussi qui est à côté, tu vois. C'est ce côté-là. Ce n'est qu'ensemble qu'ils peuvent trouver une résolution. Un autre élément extérieur ne peut pas trouver cette résolution. Ce n'est qu'entre eux, tu vois. Quand tu es pour avec ton frère à la maison, ce n'est que papa et maman qui peuvent régler. Tu vois. C'est clair. Donc ça c'est ce que moi je pense en fait. Ça c'est mon point de vue par rapport à ton vécu et par rapport aux affinités que tu as avec ces pays. J'ai des amis, je te dis encore j'ai des amis ukrainiens, j'ai des amis russes. Je vis avec eux au quotidien, tu vois. Mais on réussit toujours à trouver ce côté-là, tu vois. C'est clair. Mais d'ailleurs, Gaël, t'aurais pu jouer pour la Russie ou pas? Ouais. Pourquoi tu l'as pas fait? Je vais te dire quelque chose parce que je pense que ça a été, tu vois, quelque part, ça a été une décision, je veux dire, elle était difficile en fait. Pourquoi? Parce que j'ai réfléchi, tu vois, je suis né au Cameroun. Tu vois, le Cameroun, c'est le pays de mes ancêtres, tu vois. Et ma maman aussi, elle a toujours rêvé que ma grand-mère, elle disait, en fait, c'est ma maman qui me le relate, hein, parce que moi, je l'ai pas vu. Elle disait que mon fils, s'il joue, parce qu'elle était décédée quand moi j'étais enceinte, s'il va jouer sur le foot ou bien ceci. Maman est décédée quand ma grand-mère. Ouais, moi, j'ai pas vu ma grand-mère, mon grand-père. Ma maman, elle a grandi, je t'ai dit, sans ses parents. Et ce qui m'a poussé à faire certaines choses bien après. Et je me suis dit, bon, comme je suis né là-bas, j'ai grandi en Russie, je me suis dit peut-être c'est mieux d'aller jouer pour le Cameroun, même comme je ne comprenais pas un peu en fait, je me situais pas un peu bien avec le Cameroun, tu vois, parce que la Russie, c'est un pays qui m'a élevé, qui a fait de moi aussi le joueur que je suis devenu bien après, tu vois, et mes premières bases du football, c'est la Russie, tout, tu vois. C'est un pays que j'ai toute ma reconnaissance. Je t'ai dit tantôt, j'ai toute ma reconnaissance. J'ai dit, bon, je vais aller jouer un peu pour les Lions. En plus, le Cameroun, quand même, c'est aussi, tu vois, le Cameroun, c'est une grande nation du foot. Tu connais, Eddie. C'est clair. Je vais aller jouer comme ma maman le veut et tout ça. Je dis, bon, on a des joueurs camerounais qui m'ont fait rêver, tu vois, au vu de notre grand cher président Samuel Eto'o. Tu te rappelles les temps à Barcelone, tout ça. Tu te dis, on rêvait les Jérémy Njitap, tu vois, tous ces joueurs, les Marc-Vivien Fouet, l'Alexandre Sor, aujourd'hui que un grand frère que j'ai eu le plaisir de jouer contre lui, en fait, tu vois. Moi, je le voyais à la télé, je rêvais jouer comme Alexandre Sor ou bien ceci, cela après. Quand il est arrivé en Suisse pour la première fois, je me rends compte que, mais, je suis en train de jouer contre Alexandre Sor, on est sur
on est sur le même, terrain, on discute le même ballon après. Tu vois, ça te fait en sorte, tu dis, le rêve, il est gratuit, il est permis à tous. Et j'ai dit, bon, à cause de, je vais aller, ça quand même, j'ai grandi avec ça, avec ces joueurs-là. Oui, de l'autre côté de la Russie, j'avais des joueurs qui me fascinaient, comme l'Andra Chavin, les Pavlyuchenko, après que, tu vois, Pavlyuchenko aussi, tu vois, pour les jeunes Russes, tu avais Chavin, Pavlyuchenko. Après, je me retrouve au Lokomotiv Moscou. Ah, je suis comme ça, Pavlyuchenko ici, au Lokomotiv Moscou, je suis là. On se retrouve au vestiaire. J'étais sûr. On se retrouve au vestiaire, je dis, merde. C'est Pavlyuchenko de... C'est que je regarde. Non, parce qu'avant qu'il aille à Tottenham, il était au Spartak. Donc, Spartak de Moscou, c'était Pavlyuchenko, Spartak de Moscou, c'était une légende quand même, tu vois, c'était un grand joueur. Je me dis, ah putain, Pavlyuchenko est là. On avait Achavin, mais l'autre côté, moi aussi, j'avais mon Samuel Eto'o, j'avais Patrick Mboma, tu vois, Jérémy Njitap, tu avais toutes ces panoplies de grands joueurs là, tu dis, bon, ok, je vais aller pour le Cameroun, je dis, bon, je l'ai choisi, je l'ai fait aussi avec le cœur, je suis parti, et je t'ai dit tantôt, je ne regrette rien de tout ce qui est arrivé. C'était pour la Russie que je devais aller. Je devais aller parce que Dieu seul sait le trajet de tout un chacun, tu vois. Tout ce que Dieu te donne, tu l'acceptes. Moi, je l'accepte et au jour d'aujourd'hui, je pouvais jouer là-bas comme je pouvais jouer pour le Cameroun, mais je suis parti au Cameroun et je suis content d'apporter et de porter le maillot des Lions Indomptables du Cameroun. C'est quand même une fierté. Je suis content de ça et ça, je pense que n'importe quel jeune Africain, jeune Camerounais, tu poses la question, je pour l'équipe nationale du Cameroun, te dis, en Afrique, on le connaît partout, ce lion indomptable. Dans le monde du foot, le Cameroun reste quand même quelque chose, ça reste une référence du football africain, donc je suis content et je l'assume en fait. D'être je suis fier de ça, je suis fier de ça, c'est ma fierté parce que derrière ce maillot du Cameroun, il y a des histoires et Dieu merci, par sa grâce aujourd'hui, j'ai pu rencontrer ces grands-là. Je me rappelle la première fois, Eto'o, moi, le président Samuel Eto'o, je l'avais rencontré plusieurs fois hein, en Russie, quand je jouais à Lanzi, tout ça. J'étais gamin. Hein. Je suis gamin au Lokomotiv Moscou, on se raconte, il vient me voir à l'internat. J'étais gamin. Mais quand on se retrouve maintenant, le match qu'on joue contre l'Algérie, en fait. Ouais. On joue contre l'Algérie, le match retour à Blida. Ouais. Dans une hostilité incroyable. C'était un match des matchs de qualification pour la Coupe du Monde. On fait une séance d'entraînement avant le match le lendemain. Faro, je vois le président, il entre sur le terrain avec nous. En fait, il est chaussé, il est habillé. Là, il est habillé comme nous. Il a mis ses crampons. J'ai dit, merde. J'ai dit, donc j'étais en train de regarder comme ça, là. J'ai dit, mais le président, il va où? Peut-être il va rester peut-être à côté. Pour donner les ballons ou pour... Le président, il entre. J'ai la chance que il vient. C'est dans notre taureau qu'en fait qu'il vient. Il dit, ah non. Il dit, mais je veux jouer la balle avec... avec le grand cerveau. Avec le grand neuf, en fait. Tu dis, mais ça c'est l'homme qui nous a fait rêver. Là, je me retrouve... Tu t'imagines pas, je me retrouve sur le même terrain, en fait, avec lui. C'est mon président. Et là, on va échanger. Il dit, non. Ça, frérot, ça, toi, tu as joué contre eux, mais pour moi, je regarde, je dis, mais c'est lui. C'est lui qui est, non, il est là, il est entre il est maintenant en Coupe du Monde aussi. Avant, il passe la première séance qu'on doit jouer contre la Suisse. Ouais. La première séance d'entraînement, il vient faire le taureau avec nous. Je pense que le taureau, dans ce taureau qu'on avait fait, il y avait moi, il y avait André Onana, il y avait Nkoulou, il y avait Jean-Pierre Nsamé, Nkoudou, l'assistant coach, parce que je me rappelle parce que c'était un moment, Christophe Wu aussi. Je me rappelle, ce taureau-là était là, il dit, mais,
Tu vois un peu, tu es dans l'ambiance, dans ce feeling que c'est la meilleure des compétitions qui puisse exister. La Coupe du Monde, il est là avec vous, il vous donne cette énergie-là. Ah non, pour moi, c'était un rêve de gamin. Tu te dis, tu es là avec lui. Non, mais Et donc, je te dis, après, c'était émouvant. Quand il dit, bon, j'ai fait le choix là. Je suis content quand même, j'ai quand même joué, j'ai quand même touché un ballon de ce terrain avec monsieur Samuel Eto'o et c'est une joie. Demande à n'importe quel Africain, non, jeune mais Africain. C'est un rêve, c'est une icône et c'est clair. nous, Camerounais, jeunes Camerounais, on a cette chance-là de l'avoir encore là et de l'avoir en tant que président de fédération et on prie qu'il ait longue vie aussi parce que d'avoir quelqu'un, une référence, pour nous les joueurs, jeunes joueurs, c'est toujours, c'est très important. C'est clair. Tu dois toujours avoir une référence, tu vois. Sûr. Quand C'est tu sûr. avances, tu as une référence que, ok, il a fait ça, ouais, mais peut-être tu peux pas faire sa carrière. Mais tu te challenges, tu te dis peut-être, je peux aussi devenir quelqu'un. Que ça soit dans le foot ou dans la vie en particulier, tu vois. Parce que la vie, c'est pas que le foot. Il y a des choses, tu peux te servir de sa carrière peut-être pour réussir dans ton business, pour réussir dans tes études, pour réussir dans ça. Tu vois, des échanges ce déjà sont des d'avoir échanges. avec des Oui, gens comme ça, c'est énorme. ça te nourrit en fait, ça te fait grandir quelque part. Parce que derrière cet homme, il y a des histoires. C'est clair. Comme toi aussi, tu es en train de bâtir ton histoire aussi. C'est clair. Demain, d'autres aussi vont s'imprégner de cette histoire-là pour avancer. C'est clair. Donc, moi, je suis content d'avoir choisi le Cameroun. Et ça, Tu sais, c'est ouf ce que tu racontes parce que en fait, j'ai la même sensation. Tu vois, quand tu arrives dans des grands clubs et que tu rentres dans un taureau avec Thierry Henry. mais j'imagine, toi, tu étais à Arsenal. tu vois Arsenal avec... Que tu joues contre Didier Drogba à cause de mes origines ivoiriennes, t'es en mode... Et où tu as raison, c'est que Samuel Eto'o m'a aussi fait cet effet parce que j'ai joué avec lui à Antalya Sport. Tu sais, j'ai joué contre lui à Antalya. ouais. Mais quand on faisait les taureaux à Antalya, Samuel, déjà, c'est un grand blagueur. Il adore se charrier et tout, tu vois. Mais franchement, oh là là, Samir Nasri, Samuel Eto'o, Ménès, vainqueur. Oh, tu vois, dans un taureau comme ça. Panoplie. Non, c'était de la folie. C'était de la folie. Et c'est pour ça que je te rejoins à 100%. Tu vois, autant il y a l'image de l'homme que les gens veulent avoir. Ouais. Autant quand tu es sur le terrain avec ce genre de personnalité-là, mais t'apprends fois 1000 en une seconde. Ouais. Encore plus, comme je t'ai dit tantôt, moi, je regarde pas les trucs extra-sportifs. Moi, je parle que du sportif que je suis, bien sûr. du jeune Camerounais qui a rêvé des années, qui a parcouru chemin et chemin, et qu'aujourd'hui, je me trouve assis avec l'homme que vous êtes aussi. Parce que derrière vous, il y a une histoire. Et je suis content. Ouais, bien sûr. Mais tu vas pas me vous voyez. C'est quoi ça? Tu me vieillis là, Gaël? Arrête ça, tu vas me tutoyer. C'est quoi ça? Depuis tu me vois. Tu vas un peu derrière toi, alors, allons-y. Ouais, Derrière ok. toi, il y a une grande histoire. Et je suis content aujourd'hui parce que je pense quelque part, le foot, il te donne accès à certaines personnes. Tu clair. vois, tu rencontres certaines personnes qui ils t'impactent demain, tu vois. Tu dis, peut-être il y a une leçon, une expérience que tu vas prendre de ces personnes. Moi, je suis content aujourd'hui. C'est sûr. Tu as joué à Arsenal. Le rêve que moi, en tant que joueur, est-ce qu'aujourd'hui, tu me dis, je rêve de jouer à Arsenal, je rêve de jouer à ce niveau. Tu as joué à Arsenal, tu dis, ah, putain, mais je suis là avec quelqu'un qui a joué à Arsenal. Ça veut dire que il peut m'apprendre beaucoup de choses. Quelqu'un qui a joué pour l'équipe nationale de la Suisse. Il a connu ce que c'est que les grandes compétitions que je rêve jouer. Tu vois, tu dis, non, c'est le foot qui m'a permis d'avoir cette chance-là. Et je veux prendre tout de toi, en fait. Je veux ramasser de toi. Tu vois, pour que demain, ça me serve, pour que demain, je puisse partager aussi à ceux qui viennent après moi, tu vois. Parce que c'est un chemin, je joue au foot aujourd'hui, après, je suis pas là. Tu étais sur le terrain, maintenant, tu n'es plus là, maintenant, tu vois, c'est une histoire derrière, tu vois. Ce qui est dit, l'homme, c'est ce qui est important. Les gens peuvent avoir des histoires derrière. Oh, le président Samuel Eto'o a fait ça, le président a fait ceci. Moi, en tant que joueur, ça me concerne pas. Moi, je regarde. Est-ce que cet homme-là a des valeurs qui peuvent m'aider moi, qui peuvent aider mes enfants,
qui peuvent aider ma progéniture et qui peuvent aider... Parce que mes enfants ne sont pas les enfants, c'est ma biologie que j'ai, tu vois. Mais aussi... C'est clair. D'autres enfants, d'autres jeunes, les jeunes Camerounais qui rêvent ceci. Donc, les jeunes Russes aussi qui rêvent, parce que c'est pas seulement au Cameroun, parce que on a appelé à impacter ce monde avec notre manière d'être. 100%. Tu vois, c'est pour ça que pour le président, comme je dis tantôt, moi, je regarde comment il m'a fait, ce qu'il me fait, comment il me fait grandir moi en tant que joueur. Je suis le fait de le côtoyer. Juste le fait de pouvoir échanger quelques petites situations avec lui. Je comprends que c'est pas tout le reste. Ça te regarde pas. Ça me rate pas. Ça me rate pas parce que dans ce monde où nous vivons, tu vas jamais avoir personne ne va t'aimer à 100%. Il y aura tous les gens qui vont t'aimer, d'autres vont pas t'aimer. Il n'y aura jamais l'unanimité à ton sujet. Tu as joué au foot. Aujourd'hui, tu joues bien. Il y a un bon match, tu es fort. On t'aime. On dit, merde, aujourd'hui, frérot, tu étais implacable. Même pas 3 jours. Tu as joué Champions League, tu connais. Même pas 3 jours. Tu fais un match. Tu fais une erreur. Fais une erreur. Bah. Mais qu'est-ce que tu fais? Si là, tu es faible, quand tu tombes là, tu ne te relèves plus. Mais chaque jour, tu apprends. Tu apprends de tes erreurs. Tu essaies de les corriger pour ne plus les répéter. Ça fait partie de l'existence d'un être humain, même ceux qui travaillent dans des bureaux, tu vois. Aujourd'hui, là, peut-être tu as mal rempli un document, peut-être il y a une erreur ici. Mais si on va rester sur tes erreurs, ça ne va jamais changer, tu vas jamais progresser. Tu vas jamais apprendre. Mais tout le temps, j'ai fait les erreurs. Accepte que tu étais moyen aujourd'hui. Accepte que tu étais médiocre. Mais tu travailles pour être meilleur chaque jour. Ce que je ne comprends pas, tu travailles pour être meilleur chaque jour. Chacun de nous veut devenir meilleur. Chacun de nous veut performer. Chacun de nous veut donner la meilleure version de soi. Chaque jour, chaque jour. Il n'y a aucune personne qui se réveille de son lit le matin. Il se dit, aujourd'hui je vais être, je vais être nul, je vais être... Personne. Personne. Même la personne, même celui qui reste dans la rue là, il rêve. Celui que tu vas trouver dans la rue, qui manque de quoi manger, de quoi se vêtir, il rêve que demain, c'est clair. Meilleur. Il rêve que dans 10 minutes, dans 1 heure, je vais rencontrer peut-être quelqu'un qui va impacter, qui va... C'est comme ça. Tu te remets en question. Allez, tu relances encore, tu relances encore, tu relances encore, tu relances encore. Donc, aujourd'hui, ceux qui vont pas t'aimer, c'est pas grave. Ceux qui vont te dire, c'est pas grave. Ça fait partie du monde dans lequel nous vivons. Mais tu dois juste être meilleur, essayer de donner le meilleur de toi-même. Parce que les autres ondes extérieures, ça va jamais te changer ce qui est à l'intérieur de toi. Si à l'intérieur de toi, tu es confiant, tu crois en tes rêves, tu crois en ce que tu veux faire, allez. C'est clair. Tu fonces. C'est clair. C'est clair. Et tu vois, j'ai encore 2 questions pour toi, Gaël. Parce que les cultures sont différentes. Tu vois, moi, j'ai les 2 cultures aussi, ivoirienne et suisse. J'ai choisi de jouer pour l'équipe de Suisse, dû aussi à mon parcours. Tu vois, un parcours particulier, adopté d'une maman suisse, qui fait que, en lui rendant honneur et hommage, tu vois, je voulais représenter la Suisse sur le fait qu'elle m'ait adopté de l'Afrique et que c'est ici que j'ai grandi. Qu'est-ce que ça fait de jouer pour le Cameroun? Tu vois, parce que je me demandais toujours dans ma tête, des fois, quand je vais au pays, aujourd'hui, et que je regarde les Drogba ou les Boué ou les Kolo Touré avec qui j'aurais dû normalement jouer si j'étais de la Côte d'Ivoire. Yaya Touré. Voilà, Yaya Touré. Pour moi, mon meilleur. Qu'est-ce que ça fait de représenter, en fait, les racines, la terre? C'est quoi comme sentiment, tu vois, quand t'es joueur, quand tu rencontres le peuple, quand t'es sur terre, quand t'es là-bas, quand tu portes ce maillot des Lions indomptables? Fais-moi, en fait, part de la lourdeur ou même peut-être de la sensation que ça représente. Parce que je crois que les gens ne se rendent pas compte, en fait. T'as un peuple derrière toi. Toi-même, je commence à réfléchir quoi te dire parce que c'est tellement profond. C'est ça. Je me rappelle la première fois quand j'ai entré au vestiaire.
je vois le maillot vert ou jaune, le maillot de Lion indomptable accroché là dans le vestiaire. Comme on me dit, donc tu vois ton nom, tu vois ta place là. Tu vois le maillot de Lion. La première fois, je dis, ce maillot, pour le porter, il y a une lourdeur. Tu dis, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de grands noms qui ont porté ce maillot, tu te dis, putain, un rêve d'enfant. La question que tu te poses, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être à la hauteur? Je te dis, quand tu dis, c'est pas seulement le Cameroun, c'est un pays, un maillot qui a impacté le monde entier. Il y a eu des légendes qui ont porté ces maillots. Je te dis, ma première impression, c'est que j'avais eu, avant de le porter. J'ai dit non, il faut qu'avant que je porte ce maillot pour la première fois, il faut que je m'asseye, je fasse une prière pour remercier tous ces gens qui ont porté ce maillot et qui ont permis, parce que je me suis dit, ils ont permis que je puisse aussi prendre la relève pour honorer le Cameroun. J'étais comme ça. J'ai pris le maillot, je me rappelle, je me suis assis à la place au vestiaire. J'ai posé le maillot dans mes jambes comme ça. Je l'ai posé là. Et je me suis prié que non, il ne faut pas que je sois ridicule. Que chaque fois que je vais porter ce maillot, il ne faut pas être ridicule. Ouais, les matchs vont être difficiles. Ouais, mes performances vont pas toujours être bonnes. Tu vois, tu vas toujours avoir des performances. Mais que jamais, lorsque je porte ce maillot, que ça soit une armure, que je ne sois jamais ridicule sur un terrain de foot. Ouais, l'adversaire peut être fort. Il va être fort aujourd'hui, mais pour ces personnes qui ont rendu ce maillot cher dans le monde entier, on a eu des légendes. Tu connais son Excellence, Monsieur Roger Mila. Tu vois, partout où je pars, qu'est-ce qui arrive en Russie? La première question qu'on m'a posée, je me rappelle, Roger Mila, Roger Mila. Ouais, je te dis, c'est vrai, Roger Mila, Cameroun, pays Roger Mila, Roger Mila. Ça veut dire que, c'est clair. Ces maillots-là, quand je vais l'enfiler, les millions de Camerounais qui sont des entraîneurs, qui sont des coachs, il faut que je réussisse toujours, ne serait-ce que par mon état d'esprit. Par mon état d'esprit. Parce que le lion indomptable, il est connu pour son, on appelle ça au Cameroun, le Hemley. Il est connu pour ce fighting spirit. Un mec qui ne lâche jamais. Il faut que même quand je ne suis pas peut-être dans mon niveau habituel, tu vois, mais que ce fighting spirit qui a toujours animé, parce que ça a toujours animé des générations en génération, parce que moi, il y a l'histoire, tu regardes tout. Ce qui a animé l'équipe nationale, que cela m'abrite tout le temps que je vais porter ce maillot. Partout où tu passes, partout où tu passes en Afrique, on te reconnaît, on dit, mais ça c'est un lion indomptable. Tu comprends à quel point ça c'est un lion. Partout où tu passes, que ce soit en Europe là aussi, partout. Les Camerounais, ils connaissent qui porte le maillot là, qui a joué pour le Cameroun, ou bien ils le reconnaissent. Mais ça, 50 ans après, ils le reconnaissent parce que ça, c'est le maillot là. C'est le Graal. Et tu dis, frérot, c'est le Graal des Graals. C'est clair. Et je me rappelle, ça n'a pas toujours été évident, mais tout le temps, tu dois rendre honneur ces millions de Camerounais qui sont là. Tu connais, jouer pour la sélection, tu dois être là, tu dois être présent. Mais le Cameroun, comme il l'appelle aujourd'hui, et c'était mes coéquipiers de ça, l'équipe nationale appelle ça le continent. Le continent, tu dois rendre honneur au continent. Tu dois rendre honneur au continent. Et je me suis tout le temps, frérot, ce maillot-là,
quand je l'enfile, je dois toujours tout répondre présent. Je veux pas toujours être bien, mais mon fighting spirit camerounais ne doit jamais. Parce que ça c'est l'essence de tout Camerounais. Ça c'est notre racine. Le fighting spirit. Tu vois, tu connais certains Camerounais. Et moi, quand moi, j'ai tout regardé Alexandre, parce que ça a toujours été un grand frère que moi j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé le voir jouer, tu vois. Tu dis, il a toujours eu ce côté-là, quand même. Tu sais que, jouer pour le Cameroun, il a toujours été là, et tu vois, pas seulement lui, notre président, c'est Patrick Mboma, tu vois, Monsieur Jérémy Soren Djita, notre ancien entraîneur, Rigobert, Monsieur Rigobert Sombanak, donc c'est fighting. Comme toi, des Français, tu sais que ça a toujours été ça, notre racine. Et c'est ce que monsieur dit tout le temps, que ce maillot-là, je dois toujours être capable, quand c'est difficile, quand le match est comme ça, là, où l'adversaire, tu sens que l'adversaire l'adversaire peut être dans son jour, l'adversaire, il est peut-être bien, votre plan de jeu ne fonctionne pas, mais que quand je le porte, il faut qu'il y ait ça. Et ouais, c'est cette armure-là. Cette armure, quand tu la portes, tu es content. C'est une fierté. Ouais. Je vois du Cameroun dans tous les contextes du Cameroun, tu vois. Mais quand tu le portes, tu te retrouves. Ouais. Tu te retrouves. Et tu sais, c'est toujours... Est-ce que on peut pas dire qu'on a des regrets, tu vois, mais c'est toujours le truc que je me suis demandé par rapport à la ferveur. Tu vois, j'ai été à la CAN, j'ai fait des grandes compétitions. Ouais. Et j'ai remarqué, tu vois, j'ai vu la ferveur de la CAN là, par exemple, en Côte d'Ivoire, donc dans mon pays d'origine. Ouais. Et quand tu vois les gens, quand tu vois l'énergie, quand tu vois l'engouement dans les villes, quand tu vois les jeunes, quand tu vois les mamans. Quand je voyais ma mère, quand la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique. Ouais. Tu te dis, mais l'énergie est juste incroyable. Et je ne dis pas que je l'ai pas ressenti, parce que quand on a fait des gros matchs de Coupe du Monde contre l'Argentine, des choses comme ça, tu le ressens aussi. Et c'est arrivé aussi en Suisse, où les gens sortaient dans les rues avec les voitures et faire des klaxons. Mais c'est différent. Tu vois, c'est différent. Et j'ai pu le voir de mes propres yeux, de comme tu le dis, de la lourdeur, en fait, parce qu'en fait, ces gens-là n'ont pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre issue que le ballon. Ouais. Tu vois. En fait, pour eux, le foot les permet de croire. Voilà. Le foot. Ça te donne espoir. C'est moins, ouais, c'est exactement le mot que je voulais utiliser. C'est l'espoir. C'est ça. Tu vois, ils peuvent avoir des difficultés. Ils ont assez de difficultés au quotidien. Mais le foot, l'équipe nationale du Cameroun, frérot, qu'on a gagné contre l'Algérie, qualification pour la Coupe du Monde. Au Cameroun, on a perdu 1-0 quand on allait en Algérie. Enfin, quand on a gagné contre l'Algérie à Blida. Enfin, je te dis, j'ai jamais eu autant d'émotions. Tu vas peut-être croire que c'était, tu vois, tellement, tu dis, ouais, je comprends pourquoi on dit être lion indomptable. C'est difficile à l'atteindre, tu vois. En tant que c'est difficile, tu travailles, il faut beaucoup de sacrifices pour arriver à atteindre ces niveaux. Mais que, par la grâce de Dieu, tu as cette chance d'y être parmi ces joueurs qu'on a appelés pour représenter ce beau pays, cet écusson. Notre vert rouge, c'est Grappot. C'est clair. Tu dis, frérot, c'est là, tu comprends? Non. La Coupe du Monde, on joue, tu vois, des matchs contre le Brésil. Bien sûr, je me rappelle. Quand le match finit, maintenant je vais au Cameroun. Écoute, mon frérot, tu ne peux pas marcher 10 mètres
Sans que... 10 mètres. Ça, tu comprends à quel point l'homme camerounais, il est passionné de son équipe nationale. Il est passionné. Tu comprends à quel point l'équipe nationale du Cameroun, l'équipe nationale du continent, mon frérot, c'est autre chose. L'amour qu'il te donne. Mais quand ça va pas aussi, il te montre que... Ça, c'est clair. Il te montre... En fait, c'est comme ça. C'est clair, mais dans les deux sens. Dans les deux sens. Le poids là, quand tu gagnes, non, tu es le Seigneur. Tu bats le Brésil. Ah non, tu bats le Brésil, tu es le Seigneur. Il te dit, tu es le Seigneur. Donc, c'est cette exigence-là. Et il faut pas mal prendre cela. Moi, je prends jamais mal cela, moi. Quand ça se passe bien, ça se passe mal, non. J'essaie de me relancer. Tu dis, bon, ils vont avoir encore une chance. C'est la vie. Parce que ceux qui supportent, ils aiment l'équipe, ça leur permet parfois de changer un peu de leurs problèmes, tout ça. Tu comprends? Bien sûr. Tu comprends? C'est clair. Parce que eux aussi, d'autres, ils travaillent. Si on était très dur avec eux, comme ça au travail, je suis sûr et certain que d'aucuns auraient lâché. Ils auraient lâché le travail. C'est vrai. Mais tu comprends que tu fais un travail que tout le monde peut commenter, tout le monde peut donner son point de vue. Et tu les comprends. Tu ne dois pas... Ça ne te sert à rien de t'énerver, de te frustrer contre telle personne ou bien... Non. Ça fait partie de ton chemin, ça fait partie de ta carrière. C'est pour un temps. Il y a des temps où tu vas jouer bien, ils vont te donner cet amour. Quand ils te donnent cette force-là, tu te sens invincible. Et c'est ça le lion. C'est clair. Gaël, je voulais juste finir avec ça, avec cette note qui, moi, me tient énormément à cœur et je pense que tu vas pouvoir l'élaborer un peu plus que moi. Tu parlais de ta maman. Ouais. Qui a grandi orpheline. Ouais. Qu'est-ce que tu as mis en place au Cameroun où tu t'es investi justement pour rendre hommage à ça ou aider les personnes qui sont dans cette situation-là aujourd'hui? Ouais, déjà, tu vois, quand je regarde ma famille, je regarde le nombre d'enfants que nous sommes. Je tiens un chapeau à ma maman en fait. Je pose la question, maman, comment as-tu fait pour nous élever, nous tous là, nous donner des valeurs, tu vois, nous donner à manger, nous vêtir, nous éduquer. Comment tu as fait tout ça, toute seule, sans ton père, sans ta mère? Elle me dit, jusqu'aujourd'hui, fiston, vous étiez ma seule source d'inspiration, d'espoir. Tu vois que sur ses enfants, elle a réussi à retrouver cet amour-là, cette joie-là. Et quand je pense que c'est pas un enfant, c'est pas deux, c'est pas trois, tu vois. 9 enfants. 9. Tu as réussi à donner tout ça, cette force-là, à donner cette énergie-là, cet amour-là. J'ai dit non, ça m'a touché jusqu'aujourd'hui, tu vois. C'était comme une mission impossible, tu vois. Comment est-ce possible tu peux avoir autant d'enfants sans qu'il y ait maman, il y ait papa qui va te dire ça ou bien faire ceci, faire ça. Elle dit non. C'est vous, c'est votre amour là, c'est chez vous que j'ai reçu cela en fait. Donc après ça, je me suis dit, quand je vois cet amour que maman m'a donné, en tant qu'orpheline, il dit non, moi aussi je dois faire quelque chose. Je peux faire quelque chose pour donner cet amour-là à mon petit niveau que je peux, tu vois. Si je peux tendre ma petite main à quelqu'un aussi, tu vois, pour lui accorder ce petit soutien-là, je le ferai. Je ne peux pas aider tout le monde, je peux pas, c'est impossible dans ce monde. Mais si je peux passer par le message de vie de maman, parce que c'est un message. Moi, je pense elle est un messager pour moi par rapport à cette orphelinat qui a été mise en place
pour, euh, pour apporter ce soutien-là à ces enfants-là, en fait. Tu vois, ces enfants-là ils rêvaient juste avoir un père, avoir une mère. Parce qu'on me dit, moi, c'est une grâce. Par la grâce de Dieu, moi, j'ai grandi avec mon père et ma mère. J'ai réussi à avoir des gens qui me prodiguaient des conseils. Des gens qui, au quotidien, ils pouvaient quand même m'orienter. Tu vois. Mais, d'aucuns, ils ont voulu avoir juste ces rêves-là d'avoir papa, d'avoir maman qui peut leur dire, frérot, ne fais pas ça, comme tu dis, là, ne fais pas ça, fais ci, fais ça, va ceci, non. Ou bien, la nuit, quelqu'un qui va lui dire, bon, lorsqu'il se couche en tant que, dans les enfants, les bébés, quelqu'un qui te met juste une couverture sur toi, tu vois, qui te raconte peut-être un conte, tu vois, il t'apporte cet amour-là, ce n'est qu'une mère qui peut te l'accorder, tu vois. J'ai dit non, il faut que je m'investisse, tu vois, à pouvoir épauler ces enfants tant que je peux. Parce que ça, je veux dire, c'est une décision radicale que j'ai prise. J'ai dit, tant que je vis, en fait, tant que je vis jusqu'à mon dernier souffle de vie, je dois m'investir sur ces enfants. Je ne peux pas manger si ces enfants ne mangent pas. Je ne peux pas dormir si ces enfants, ils ne sont pas aussi dans un endroit pour être au chaud, tu vois, pour dormir. Je dis non, je veux m'investir dans cela. Il y aura des difficultés jusqu'au bout. Il y a des difficultés, mais c'est mon retour en tant que, pas que joueur de football, mais en tant que quelqu'un qui vit dans une société. Et je dois remettre aussi dans la société en retour ce que je gagne, ce que j'ai, c'est peut le partager avec ces enfants-là. Parce que je sais à quel point l'amour d'une mère, malheureusement, ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, bon, tous ces enfants, je vais essayer de donner un cadre où ils peuvent, il y a des gens qui peuvent s'occuper d'eux, ils peuvent s'épanouir, tu vois. Ils peuvent rêver. C'est ça. Ils peuvent rêver parce que, malheureusement, dans notre société, c'est très difficile, tu vois. En Afrique, en général, tu vois, l'Afrique noire, c'est difficile. Et si en Europe, on a des aides, tu vois, on a assez d'aides ici où ça peut faciliter certains trucs. En Afrique, on ne connaît pas, en fait, ce que c'est que aide. Tu dis, bon, cet enfant, il est malade. Ça fait comment? Ici, tu es malade, tu peux aller à n'importe quel hôpital, tu vois. On peut te soigner d'abord en attendant. Mais chez nous, on ne te soigne pas tant que si tu ne payes pas d'abord, tu n'as pas de traitement. Tu vois, ces enfants, ils n'ont pas papa, ils n'ont pas maman. Qui va s'en occuper? Qui va s'en occuper, frère? Personne. Ça fait pas longtemps, il y a la dernière qu'on a récupérée, elle avait 2 mois, un petit enfant, en fait. Comment tu te dis, en fait, dans la logique? En fait, il y a une amie, elle m'a posé une question hier. Elle m'a posé une question, elle me dit, Gaël, dis-moi un peu, c'est hier, en fait. Elle me dit, Gaël, dis-moi, quelle est la raison en Afrique pourquoi elle est de l'Hollande, hein. Elle me dit, quelle est la raison pourquoi en Afrique, il y a assez, dans les orphelins? Selon toi, quelle est la raison principale? Moi, ma réponse que j'ai donnée, j'ai dit, moi, je pense qu'il y a la pauvreté, tu vois. Il y a ces substances-là, il y a la pauvreté. Et qu'est-ce d'autre, je l'ai dit? Il y a peut-être le manque aussi de responsabilité. Et elle m'a dit, non, moi, je pense qu'il y a un autre élément qui peut s'ajouter. Selon elle, elle est hollandaise, elle me dit, elle pense que c'est peut-être la religion peut impacter certaines femmes. Peut-être,
tu vois, elle est enceinte, elle se dit, oh, peut-être elle est de telle région, l'autre de telle région, et là, la famille de l'autre ne va pas accepter, donc c'est pour cela. Je dis, je sais pas, mais je pense que c'est une minorité, selon moi. Mais la quasi-totalité, je parle bien, en Afrique, c'est la pauvreté. Ce sont les moyens. Je me suis dit, bon, moi, je vais m'investir sur ce paramètre. Ce que je pourrais aider à mon niveau, je vais continuer à le faire. Comme je t'ai dit, je vais continuer à le faire, frérot, jusqu'à la fin de mes jours. Je vais le faire parce que il faut le permettre de rêver aussi. C'est clair. J'ai rêvé. J'ai travaillé pour. J'avais des parents qui m'ont poussé. J'avais des parents qui m'ont encouragé. Mais eux, les parents, ils n'en ont pas. Tu as une maman qui t'a adopté. Elle t'a donné des valeurs. C'est pour ça que tu as voulu représenter la Suisse. Parce que quelque part, à l'intérieur de toi, il y a un amour que tu as compris que seule elle était l'unique capable de te donner cet amour. Et c'est ça que je veux transmettre à ces enfants-là. Que non. L'amour, je peux à mon niveau vous donner. Les personnes qui vous entourent, qui travaillent avec vous, peuvent vous donner cet amour. Tu vois? Et ouais, j'ai souligné encore tantôt. C'est pas facile, mais chaque jour, on se bat pour que ça puisse être meilleur, tu vois. Aujourd'hui, je suis content parce que aussi l'année passée, la plupart des enfants, ils ont eu le taux de réussite aux examens au pays. Tu vois, tu te dis. C'est beau ça. Tu vois, tu te dis. T'investis dans les bonnes. Tu dis. Tu dis ah ouais. Ça porte ses fruits. Il y a une moi j'appelle boss avec laquelle je travaille. Elle s'appelle Madame Saïda. Elle m'a raconté sa maman en fait. Elle m'a raconté une petite anecdote de son feu grand-père. Sa maman me disait que ils sont là à Genève. Hein. Elle disait que son grand-père, il a grandi dans un orphelinat. Et tu sais qu'il est devenu? Il est devenu procureur. Oh, wow. Tu comprends que il allait rendre visite tout le temps le monsieur qu'il a reçu, qu'il a pris à cet orphelinat. Tout le temps, il allait là-bas, tout le temps. Le monsieur est décédé, il allait près de la tombe de monsieur pour toujours remercier ce monsieur d'avoir permis qu'il soit l'homme qu'il est devenu. Il est devenu procureur. Ça veut dire, ça me fait pas longtemps à raconter cette histoire. C'est comme ça, dit non. J'avais les larmes aux yeux, dit. Ça veut dire que je m'investis sur quelque chose. Que demain même, je ne suis plus là. Nous tous, nous sommes de passage sur cette terre. Mais que demain, cette petite histoire des enfants qui puissent en profiter. Ils vont devenir, peut-être un va devenir quelqu'un demain, tu vois. Il va aider la société camerounaise, il va aider la société mondiale. On ne sait pas, on ne sait jamais. Parce que nul de nous ne connaît ce que le lendemain est fait. C'est clair. Donc, j'ai fini avec cette petite histoire parce que j'étais très touché quand sa maman m'a raconté, dire, mon papa, il a grandi dans un orphelinat, il est devenu quelqu'un, procureur. Tu vois, tu comprends que il allait tout le temps remercier le monsieur qu'il a. Et j'étais choqué en fait. Et elle m'a montré un document une vidéo, un film qu'on a monté sur YouTube, l'histoire même vraie. Elle m'a envoyé le lien, j'ai regardé l'histoire vraie. Le monsieur, il parle de son feu grand-père, il raconte, je t'ai dit, ça veut dire que je suis content de ce que je fais. Et moi, je trouve l'épanouissement dans ce que je fais. Tu peux m'enlever tout, mais n'enlève pas mes petits orphelins là. Ces enfants que je suis content que d'aucuns réussissent à trouver des familles. Il y en a certains qui ont réussi à trouver des familles. Ils sont dans des familles aujourd'hui. Tu vois, ils sont dans des familles et ça te rend joyeux. Ça te rend joyeux, tu dis.
ouais, le foot, tu es connu pour un instant, tu es là pour un instant, mais après, la vie est continue. Mais la vie d'après, quand tu regardes ces enfants, frérot, moi, c'est ce qui me rend le plus joyeux, je te dis, à l'instant, parce que j'ai la ferme conviction que je me suis investi et je m'investis sur quelque chose qui, demain après demain, même si je suis pas là, il y a des enfants qui vont devenir, il y a deux d'entre eux qui vont devenir des personnes, ils vont réussir à trouver des familles qui vont donner un cadre de vie, d'avoir une maman. Je te parle encore de ton sujet, parce que tu es aussi un exemple clair et net devant moi. Ça veut dire que c'est pas du hasard qu'on est là aujourd'hui. Ça montre que quelque part, il y a ce lien-là. C'est vrai. Et c'est comme ça que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait en Suisse? Le peuple est content de toi. Tu as réussi à impacter des vies aujourd'hui. Tu continues à le faire d'une manière ou d'une autre. Mais tu rends grâce et merci à cette maman qui t'a pris. Elle t'a pris de son sein. Elle t'a protégé. Peu importe ce qui se passait, elle était avec toi. Elle t'a soutenu. Et justement, ce n'est qu'un plaisir d'avoir un exemple clair et palpable devant moi. Et ce n'est qu'une histoire. Ce n'est qu'une histoire. Tu continues à l'écrire, je continue à l'écrire. Je pense qu'ensemble, on va laisser quelque chose à ceux qui viendront après nous. Ouais. Tu sais quoi, j'ai même pas forcément les mots. Déjà, quel est le nom de ton orphelinat? Bon Berger. Le Bon Berger. Ok, donc si jamais, bien sûr, des gens veulent aider la cause. Et moi, je vais finir comme ça parce que tu m'as bouleversé, en fait, tu vois, dans le sens où, au-delà de ce que tu dis en relation avec mon histoire, en fait, c'est que tu donnes la chance aux jeunes de devenir eux-mêmes. Parce que des fois, on dit quelqu'un, mais en fait, on ne sait pas ce que cet enfant va devenir, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs chemins qui sont possibles. Mais c'est la possibilité de donner à cet enfant d'avoir un chemin. Des fois, il y en a qui n'en ont même pas, tu vois. Et je tiens vraiment à te remercier pour cet échange. Au-delà de ce que tu fais, continue d'être l'homme que tu es avant le joueur que tu es. Et merci pour ce récit. En fait, c'est une leçon de vie qu'on a tous pris aujourd'hui. C'est une leçon de vie, de valeur, de bienveillance, d'investissement aussi, tu vois, d'exigence. Et c'est pas pour rien qu'au final, cette carrière de foot est encore vivante et je te souhaite, Gaël, tout le meilleur que je puisse te souhaiter pour la suite et le reste de tout ce que tu vas faire. Merci beaucoup, Faro. Et vraiment, ce fut un énorme plaisir. Ce fut un énorme plaisir et comme tu es, c'est comme ça aussi que tout ici te ressemble. Donc, tout est à ton image et merci vraiment pour ce moment et de m'avoir invité. Vraiment, je suis content. Je suis très ému d'avoir pu partager cela et je pense que dans l'avenir, il y aura encore de plus belles choses. Et moi, je te souhaite que du meilleur aussi, tu connais. Merci le cœur qui parle et tout de bon. Merci beaucoup. Donc, restez connectés. C'était un nouvel épisode de Sous la Surface. Il y a eu beaucoup de leçons aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et rester connectés. À bientôt.